Bon, nous allons commencer. Bonjour à toutes et tous, mes chers collègues du Parlement européen, du Sénat et de l'Assemblée nationale. J'ai le plaisir d'ouvrir cette réunion commune avec la Commission des affaires européennes du Sénat consacrée à un échange avec les représentants de délégations françaises au sein des groupes politiques du Parlement européen sur le bilan de la législature qui s'achève, donc la législature 2019-2024. Il nous a semblé important d'organiser cet échange alors que les citoyens des 27 États membres de l'Union vont être appelés aux urnes au mois de juin, le 9 juin en France, pour désigner leurs représentants au Parlement européen. Mesdames et messieurs les membres du Parlement européen, chers collègues, je vous souhaite en notre nom à tous la bienvenue à l'Assemblée nationale et je vous remercie d'avoir bien voulu répondre positivement à notre invitation. Je me réjouis de co-présider cette réunion avec Jean-François Rapin, président de la Commission des affaires européennes du Sénat, et j'excuse auparavant le président Pierre-Alexandre Anglade qui a été empêché ce matin de participer à cette réunion et m'a demandé de le suppléer. Mesdames et messieurs les députés européens, nous allons d'abord vous entendre pour que vous nous présentiez votre analyse du bilan de la législature européenne en cours. Je vous demanderai de ne pas dépasser chacun une durée de 4 minutes dans vos interventions. Nous donnerons ensuite la parole aux représentants des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat, par alternance entre nos assemblées. Comme nous sommes nombreux à vouloir intervenir, je demanderai à chacun de limiter son propos à 2 minutes afin de laisser le temps aux eurodéputés de répondre et également pour que nous ayons le temps nécessaire pour des échanges plus directs. Cette réunion, bien entendu, est retransmise sur le portail vidéo et les réseaux sociaux des assemblées. Et je voulais ajouter qu'à titre personnel, je me réjouissais de cette réunion qui montre ô combien le Parlement européen et l'Union européenne, au sens le plus large, est une institution démocratique qui fonctionne selon des principes démocratiques et en assurant une pluralité des points de vue des Français et des citoyens européens dans les échanges. C'est important de le rappeler alors que nous entendons encore trop souvent l'inverse. Chers collègues Rapin, je vous donne la parole. Merci Monsieur le Président, cher Charles, de nous accueillir ici à l'Assemblée nationale pour une réunion, à mon sens, importante. Mes chers collègues, nous sommes en effet à un moment charnière de la vie démocratique européenne qui voit s'achever la fin de la mandature du Parlement européen et avec elle celle de la Commission européenne. Je remercie chaleureusement et effectivement tous les collègues députés européens qui se sont déplacés, présidents de délégation française des groupes politiques du Parlement européen, ou représentants de ces présidents, d'avoir bien voulu rejoindre ce matin députés et sénateurs pour prendre le temps d'évaluer ensemble ces 5 années écoulées. C'est donc l'heure des bilans, mais aussi des projets. Pourtant, les événements intenses qui ont marqué la législature qui s'achève montrent combien il est difficile de se projeter. Qui, en 2019, aurait anticipé la pandémie de Covid-19, la levée d'un emprunt commun, puis l'agression russe en Ukraine. Bien sûr, les tendances de fond auxquelles tentait de répondre le programme stratégique 2019-2024 qui a été fixé par le Conseil européen et les priorités de la Commission européenne déclinées dans son programme de travail annuel n'ont pas varié. Le réchauffement climatique, la révolution numérique, la pression migratoire, le défi démocratique, les menaces sur l'état de droit restent autant de défis pour l'Union européenne. Sur ces défis au long cours, il est important de faire le point, de saluer les avancées, comme en matière de régulation du numérique, de déplorer la marche forcée avec laquelle certaines ont pu être menées. Je songe à la batterie de textes, ajustement de l'objectif 55, regretter la lenteur d'autres réponses européennes. Je pense au nouveau pacte asile-immigration, migration, dont la négociation aura pris plus de 4 ans, ou enfin de dénoncer la trop grande inertie de l'Union sur certaines priorités, comme l'amélioration du fonctionnement démocratique, la finalisation de nouvelles ressources propres pour le budget européen ou encore la lutte contre la corruption. Mais se superposant à ces défis au long cours, nous ne pouvons pas ignorer le cours de l'histoire qui est venu dévier le cours des choses. Se sont ainsi imposés dans l'agenda européen des sujets qui n'étaient pas considérés en 2019 comme prioritaires. J'en vois principalement 4, à savoir la santé, l'énergie, la souveraineté européenne et la défense. Il nous revient aussi ce matin d'apprécier dans quelle mesure l'Union européenne a su y faire face. A-t-elle su s'adapter en conséquence par rapport à la trajectoire qu'elle s'était fixée en 2019 ? Pourquoi, par exemple, aura-t-il fallu attendre ce mois-ci pour que la Commission européenne propose enfin de réviser la politique agricole commune face à un impératif de souveraineté alimentaire que la guerre en Ukraine a cruellement souligné, mes collègues sénateurs le rediront,
Nous nous sommes souvent exprimés sur le sujet sans avoir été entendus. Enfin, faire le bilan du passé, c'est aussi se demander s'il a permis de préparer l'avenir. L'Union européenne a-t-elle mis à profit ces années pour se préparer aux nouveaux défis du prochain quinquennat? La guerre est à nos portes. L'espace est devenu un enjeu de souveraineté majeur. L'intelligence artificielle bouleverse l'économie, le marché de l'emploi, mais aussi le fonctionnement démocratique. L'Union européenne entend se réformer pour pouvoir accueillir de nouveaux membres et, qui sait, pour parvenir enfin à se rapprocher des citoyens européens, comme l'a laissé espérer la conférence sur l'avenir de l'Europe, à laquelle, je pense, certains d'entre nous ont participé. Tous ces défis, sont pour demain, mais ils se préparent aujourd'hui. Nous ne pouvons donc les ignorer dans le bilan que nous allons tenter de dresser ensemble ce matin. Mes chers collègues députés, avec Charles, nous vous proposons de vous exprimer. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Si on a un ordre. Ouais. Oui, il est là, d'accord. Donc on a un ordre. Donc pour une durée de 4 minutes, François-Xavier Bellamy pour le Parti populaire européen. Merci, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les députés, sénateurs. Merci pour cette invitation, pour votre accueil et cette rencontre, évidemment dans un moment un peu particulier, puisque nous sommes dans un contexte électoral déjà, et pourtant il est important en effet que nous puissions nous réunir avec les collègues du Parlement européen avec lesquels nous échangeons souvent à Bruxelles, à Strasbourg, pour faire le bilan de ces années, et à travers ce bilan dessiner aussi les perspectives d'action qui nous attendent pour les années qui viendront. Je crois que ces 5 années auront été marquées, vous le disiez, cher Jean-François, par une succession de crises qui étaient évidemment bien loin des perspectives de l'Union européenne lorsque nous commencions ce mandat en 2019. Chacun pense évidemment à la crise du Covid qui aura marqué ce mandat. Vous parliez, Monsieur le Président Sisson-Schul, vous parliez de la dimension démocratique de l'Europe. On aura aussi vécu dans cette crise du Covid une difficulté à vivre. J'imagine que ça aura été la même chose pour vous à l'Assemblée et au Sénat, la plénitude de l'expérience parlementaire. Et pourtant, le Parlement européen aura réagi pour pouvoir faire en sorte de continuer à travailler dans cette période-là, qui aura mis au jour les vulnérabilités de l'Europe. Il en va de même de la crise créée par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et à chaque fois, ce qui aura été placé devant l'évidence de la conscience de tous, c'est le fait que l'Europe, aujourd'hui, n'a pas les moyens de faire face encore avec assez de solidité, de robustesse à ces crises que nous avons traversées ensemble. Nous aurons vécu, pendant la crise du Covid, le manque de biens essentiels, de masques, de blouses, de produits de première nécessité pour nos personnels soignants. La guerre en Ukraine a révélé aussi nos vulnérabilités stratégiques, notamment en matière d'industrie de défense. Face à cela, l'Europe a su réagir et je pense que nous aurons réussi à mettre en œuvre des revirements qui sont vraiment historiques à l'échelle de l'Union européenne. Je n'en citerai qu'un qui me paraît déterminant, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il peut paraître étonnant que ce soit celui que nous citons, que je propose de citer en premier. Je crois que pourtant il est effectivement fondamental. Pour la première fois, l'Union européenne fait de ce qui est aujourd'hui son premier atout, son grand marché unique, son grand marché intérieur, elle fait de ce marché un levier pour la décarbonation, un levier certes incomplet, et je crois que le premier chantier du mandat qui vient sera de le compléter, mais un levier malgré tout utile, parce qu'il va faire en sorte qu'en effet, là où pendant très longtemps nous avons multiplié les contraintes, les normes, la complexité pour ceux qui produisent en Europe en ouvrant toujours plus nos marchés, eh bien nous décidons de faire de ce marché une manière de donner un prix au carbone et de pousser les grands producteurs mondiaux vers la décarbonation, sortant d'une vision d'une mondialisation dérégulée pour au contraire fixer autour de notre politique commerciale des priorités politiques. Et c'est, je crois, là que nous sommes d'abord attendus dans la bataille du climat. Et c'est la raison pour laquelle je regrette pour ma part que cette prise de conscience ait été encore très imparfaite. Vous le disiez, cher Jean-François, malgré les réveils que ces crises successives auront suscités, eh bien, nous avons vu une Union européenne qui continuait de compliquer la vie de ceux qui produisent sur son sol, là où, au contraire, elle aurait dû se déterminer d'une manière plus rapide à investir dans des filières stratégiques. Vous évoquiez l'agriculture. Pour notre part, avec le groupe PPE, nous nous sommes opposés de manière déterminée à un texte comme Restauration de la nature, qui devait aboutir à une baisse de la production agricole en Europe. Nous avons défendu, avec la famille politique à laquelle j'appartiens, la filière nucléaire, quand tant d'autres, y compris d'ailleurs dans des délégations françaises, s'y opposaient, parce que nous croyons à la nécessité de produire notre énergie.
nous avons dit la nécessité d'un moratoire législatif sur les sujets environnementaux, parce que là où les acteurs européens ont déjà effectué une transition extrêmement exigeante, le but est d'abord de les protéger et de leur permettre de continuer à produire, plutôt que de contribuer à une politique de surenchère normative qui finit par leur rendre la tâche de plus en plus difficile. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est une cause commune, parce que cela implique aussi de lutter contre les surtranspositions. Je crois que c'est un sujet que nous devons partager de manière plus étroite encore avec l'Assemblée et le Sénat. Je termine ici. Certainement, beaucoup d'autres sujets devraient être abordés, mais nous aurons le temps de le faire à l'occasion des questions. Je pense par exemple aux questions migratoires, sur lesquelles, là aussi, il faut que l'Europe puisse retrouver les moyens de maîtriser son destin et de décider de son avenir par la maîtrise des frontières extérieures de nos pays européens. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. La parole est à Aurore Lalucq pour l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. 4 minutes. Merci. Merci, monsieur le président, monsieur le vice-président, chers collègues parlementaires. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir échanger entre parlementaires sur la question européenne. Ce mandat, il commence par le Green Deal, c'est-à-dire par un partage dans un compromis gauche-droite, puisque le commissaire qui a mis en place le Green Deal est un social-démocrate, monsieur Frans Timmermans. Sur la question, commence par un constat: il faut absolument agir dans le domaine environnemental avant qu'il soit trop tard. Et c'est un constat fort. Pourquoi ? Parce que la chef de la Commission européenne vient de la droite allemande et ce n'était pas forcément sa ligne politique. Donc on commence par un signal envoyé qui est, à mon sens, excessivement fort. Et puis arrive le Covid. Et là, c'est un réveil douloureux pour l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte effectivement qu'on ne sait plus produire de masques, on ne sait plus produire de paracétamol, on ne sait plus produire certaines molécules, et on voit sur notre continent débarquer parfois des masques de Chine, etc. Et en fait, c'est la fin de la croyance dans cette espèce de mondialisation heureuse qui fait qu'on est en dépendance un peu les uns les autres. On se rend compte que ce système qui est censé être hyper efficace ne l'est pas forcément, puisqu'il suffit qu'il y ait un tout petit problème, et en fait, on se retrouve seul. Et qu'on est devenu un continent finalement de consommateurs et plus un continent de producteurs. C'est un réveil excessivement douloureux, surtout qu'on a toujours un peu regardé les autres pays, notamment les États-Unis, avec un peu de mépris quant à leur modèle social, de production ou de santé. Arrive ensuite un autre réveil qui est l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, c'est-à-dire que nous faisons le Green Deal, nous sommes le premier continent au monde à nous dire on sera en neutralité de carbone en 2050, sauf que ceux qui vont faire le Green Deal, quelque part, ce sont les États-Unis. Et pourquoi ? Parce que les États-Unis, ils ne mettent pas de l'idéologie dans les moyens, ils mettent de l'idéologie dans les finalités. Et donc, quand ils font de la politique industrielle, ils se donnent les moyens de faire de la politique industrielle. Ils utilisent tous les leviers à leur disposition, la commande publique, etc., etc. Et donc là, nous, Européens, on se ridiculise. Avec, en premier, la Commission européenne qui dit « Attention, on va aller à l'OMC ». Moi, j'ai trouvé ça pathétique, je vous le dis franchement, parce que les Américains nous ont dit oui, allez-y. Et ensuite, on va voir les États-Unis, on essaye de négocier, etc., etc. Et tout d'un coup, on se dit, ah bah non, en fait, il faut qu'on fasse pareil. Bah oui, il faut qu'on fasse pareil, exactement. Et puis, l'autre élément, évidemment, ça a été quoi ? C'était l'invasion en Ukraine. Et qui, là aussi, nous a réveillés, du moins a réveillé certaines personnes, parce que moi, j'ai la chance de faire partie d'une délégation qui a toujours été très claire sur la question et du gaz, et de la Russie et des risques que représentait ce pays pour l'Union européenne et l'ensemble des démocraties occidentales d'ailleurs. Et là, ça a été un réveil terrible. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que, bah oui, on était en dépendance et que l'inflation qu'on était en train de vivre était liée notamment à cette invasion et qu'il fallait absolument revoir notre autonomie stratégique et que cela passait effectivement aussi par les renouvelables, etc., etc. Donc c'est un peu ça, ce mandat. Tout d'un coup, l'Europe a pris conscience qu'il lui fallait une Europe de la défense, qu'il lui fallait de la politique industrielle, etc. Donc, un nombre de tabous très importants sont tombés. On peut à nouveau parler Europe de la défense. On peut à nouveau parler commande publique. On peut à nouveau parler de politique industrielle. Et ça, c'est important. Maintenant, il faut passer la seconde, je serais tentée de dire. On a passé la première, passons la seconde. Il faut que l'Union européenne arrive à ne plus regarder certains moyens en se pinçant le nez parce que c'est pas bien, la commande publique, etc. Il faut qu'on devienne, non pas, enfin, faut pas qu'on reste un marché unique, il faut qu'on devienne une entité politique. C'est ça, à mon avis, le défi, et donc on se dote des moyens de l'être, à savoir un budget, un Buy European Act pour activer la commande locale et
restructurer nos filières de production. Et pour le reste, j'imagine qu'on aura le temps d'en parler. Merci Madame la députée. Je passe la parole à Marie-Pierre Védrenne pour le groupe Renew. Merci beaucoup, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs les députés. Très heureuse d'être avec vous en tant que présidente de la délégation de la majorité présidentielle au Parlement européen pour effectivement échanger sur cette mandature qui, comme les collègues l'ont rappelé, comme messieurs les présidents, vous les avez rappelés, a été une mandature de tous les défis et de tous les chocs. Quand nous sommes arrivés au Parlement européen et pour une région dans laquelle nous vivons avec le sénateur Cadec, le Brexit n'était quand même pas déjà un petit sujet auquel nous étions confrontés. Donc c'était déjà un point aussi extrêmement important parce que faire qu'un État membre quitte la famille de l'Union européenne, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc il était aussi un des points extrêmement importants qui a démontré que quand l'Union européenne veut être unie, elle a la possibilité et elle a la volonté d'être unie pour mieux défendre ses intérêts. Et puis bien évidemment, comme les collègues l'ont rappelé, un des premiers textes que nous avons votés tous ensemble au Parlement européen, avec une large majorité, ça a été effectivement nos ambitions en matière de pacte climatique et nos ambitions relatives aux émissions de CO2. Là aussi, on voit bien que dans le momentum politique dans lequel nous sommes, ce sujet est instrumentalisé à des fins politiciennes, alors que notre cap doit être effectivement celui d'une Europe souveraine sur les enjeux sur lesquels les collègues sont revenus, mais aussi celui d'une Europe qui soit verte, mais qui ne le fasse pas que par la puissance normative. Et j'y reviendrai. Donc, Brexit et cette politique publique du changement climatique qui a irrigué toute notre action pendant ces 5 années. Bien évidemment, les ambitions que nous nous étions fixées ont été confrontées. Parfois, ça a été un accélérateur. Le choc du Covid a été notamment un accélérateur pour bâtir une politique industrielle qui soit plus forte, pour réformer les questions de politique économique, pour réformer la politique commerciale, mais on reste encore au milieu du chemin. Mais en tout cas, il y a eu un changement de logiciel qui s'est exercé au sein des institutions européennes et qui s'est matérialisé, bien sûr, par la production de vaccins sur le territoire européen et qui s'est matérialisé par un endettement commun. C'est des choses qu'on pouvait porter initialement avant le choc du Covid, qu'on pensait impensables et qui pour autant sont devenues possibles et qui permettent d'irriguer l'ensemble de notre territoire. Donc on voit bien que l'Union européenne, quand elle est souvent au pied du mur, on arrive à débloquer notamment les freins de certains États membres. Parce que c'est aussi ça auquel nous sommes confrontés, les problématiques de coordination avec les États membres. Donc, choc du Covid, on répond sur le plan sanitaire, on répond sur le plan économique et social, et tout notre enjeu doit être de véritablement bâtir une relance ensemble, une relance qui soit juste socialement, qui soit innovatrice sur le plan économique, mais qui soit aussi responsable sur le plan écologique. Et une fois qu'on a fixé ce cap-là, nous sommes malheureusement depuis 2 ans confrontés au retour de la guerre sur le continent européen. Donc là aussi, on voit les différences de réponses qui peuvent être apportées sur le choc auquel nous sommes confrontés. Pas sur le plan du soutien humanitaire, économique à l'Ukraine, mais plus globalement sur les réponses sur la question de l'Europe souveraine. On a certains États membres qui vont nous dire qu'il faut repartir sur des solutions du passé, notamment multiplier par exemple des accords de commerce, alors que nous dirons qu'il faut davantage investir et aller plus loin justement que le plan de relance. Donc il nous reste encore beaucoup à bâtir, nous le voyons bien, les dépendances sont très fortes sur le plan énergétique, sur le plan de l'alimentation, mais nous avançons ensemble quand nous trouvons une volonté et un chemin commun. Juste rebondir, Monsieur le Président, vous avez évoqué notamment le pacte asile-immigration et tous les blocages auxquels nous avons été confrontés. Là aussi, on le voit bien, et ça va être un des derniers textes que nous allons voter avant cette fin de mandat, qu'il y a souvent, bien sûr, de l'instrumentalisation politique sur le sujet, mais il y avait une volonté commune des bancs du Parlement européen d'avancer et d'apporter des solutions. Parce que si nous n'apportons pas de solutions, si nous ne répondons pas aux causes profondes de ces sujets, finalement, nous créerons que du populisme et que des refus d'aller de l'avant au tiers de l'Union européenne. Donc là aussi, il faut être très clair sur le fait que l'Union européenne est bien une partie prenante de la solution et n'est pas responsable de tous nos maux. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je passe la parole à Philippe Olivier du groupe Identité et Démocratie. Merci, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers collègues. Pour établir un bilan de la mandature 2019-2024, il convient de remonter aux sources du vanderlayisme. Et permettez-moi de rompre un peu le consensus. Le vanderlayisme s'appuie sur 4 piliers. Le pacte des migrations, la submersion, le pacte vert, la décroissance, l'approfondissement, la dépossession institutionnelle, l'élargissement, l'extension sans limite.
Le pacte des migrations qui a été discuté en catimini, en dehors de tout processus parlementaire, va venir au vote avant la fin de la mandature. Vous aurez noté qu'il n'y a eu aucun débat, aucune information. Il prévoit de transférer la compétence migratoire à l'UE et met en œuvre 3 principes. La sécurisation des cheminements, c'est-à-dire en pratique un pont maritime entre l'Afrique et l'Europe, l'obligation d'accueil avec des relocalisations obligatoires pour les pays de migrants dans les villes et les villages, dans nos villages, l'entrave aux expulsions avec la mise sous tutelle des États par les ONG ou les prétendus experts. Deuxième pilier, le pacte vert. Lui est d'inspiration allemande, il vient notamment des Grünen, il procède d'une logique décroissantiste. L'homme est considéré comme un prédateur des autres espèces, un oppresseur de la nature et doit être réduit dans ses activités. Décroissance énergétique avec par exemple l'entrave au nucléaire, décroissance industrielle avec la fin des moteurs thermiques, c'est-à-dire en pratique la mise en pièces de notre industrie automobile, la décroissance agricole avec la réduction des surfaces et des rendements. C'est le texte Restaurer la nature. Et enfin, la décroissance en matière d'élevage avec la réduction imposée des cheptels, à l'image de ce qui se passe en Hollande. Autre pilier, l'approfondissement. C'est la captation de tous les pouvoirs des États par la Commission. C'est la méthode des petits pas, un mot, une expression, puis un principe avancé ici et là. C'est l'utilisation des crises, la crise migratoire de 2015 pour arriver au pacte d'immigration, la crise du Covid pour s'emparer de la compétence de santé, la crise en Ukraine pour s'emparer de la compétence en matière de défense et de diplomatie. L'effet cliquet, on ne redonne jamais les compétences qu'on a prises. Dernier pilier, l'élargissement, avec le projet d'étendre le grand marché, soit par voie terrestre, il y a 9 adhésions, projets d'adhésion, soit par voie juridique avec les traités de libre-échange. Et si l'on se demandait de quoi l'Union européenne est le nom, on dirait qu'elle se vit comme un empire. Elle était au départ une organisation internationale, entre nations. Elle se considère aujourd'hui comme un État et s'en donne les attributs. Un hymne, un drapeau, des institutions, des tribunaux, une monnaie, une libre circulation intérieure, etc., etc. Elle a dépassé le modèle fédéraliste pour tendre vers un État unitaire, centralisé. Je disais qu'elle procède d'une vision de nature impériale. C'est un empire wokiste et marchand. Elle en a toutes les caractéristiques. Une autorité centrale, qui doit devenir, avec le président de l'Union européenne, une incarnation. Des valeurs prétendument supérieures, les valeurs de l'Union européenne, entre guillemets. Des populations à administrer, c'est-à-dire déconsidérées, la prétention d'être l'aboutissement de l'histoire et la promesse d'éternité. Mais ce qui est rassurant, c'est que les empires ne durent pas. Alors bien sûr, l'Empire romain a duré 4 siècles, et l'Empire napoléonien a duré Napoléon, l'Empire de Charlemagne a duré Charlemagne. L'Empire soviétique, lui, a duré 72 ans. L'Union européenne a 70 ans. Vous l'avez compris, au Rassemblement national, nous souhaitons réformer l'Union européenne pour cesser d'abîmer la belle idée européenne que nous estimons dévoyée. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Et pour terminer, monsieur Younous Omarji, du groupe de la gauche. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les sénateurs et les députés, lorsque nous avons commencé cette législature en 2019, nous étions très loin d'imaginer que nous serions rattrapés, comme cela a été dit, par 3 événements historiques majeurs. D'abord, la sortie d'un pays de l'Union européenne, le Brexit, puis par la pandémie du Covid-19. Et nous terminons cette législature avec le retour de la guerre en Europe et la guerre en Ukraine. Et puis nous avons vu aussi que les crises sont devenues une donne permanente, qu'elles sont multiples, qu'elles se combinent. Et la responsabilité politique, c'est de naviguer dans cet océan d'imprévisibilité parfois et d'incertitude souvent, et de trouver des solutions.
S'agissant du Brexit, Alain Cadec ne me démentira pas pour dire que, au sein de la Commission du développement régional, nous avons tenté, puisque j'avais présidé les négociations, de trouver les solutions pour tempérer les impacts pour les régions françaises les plus concernées, en particulier pour nos pêcheurs. Et nous avons doté l'Union européenne d'un règlement très intéressant, et malheureusement, je regrette que la France n'ait pas pu tirer toute la substance de ce règlement. Pour la pandémie du Covid-19, je pense que nous pouvons tirer 2 leçons. D'abord, ça a été effectivement un révélateur des fragilités de l'Union européenne, mais aussi de sa capacité, face à une crise majeure, de sortir des habitudes et de trouver des solutions parfois innovantes. Et nous avons effectivement, avec le Fonds Relance et Résilience, mais aussi avec les règlements spécifiques qui concernaient les régions françaises, apporté des réponses très concrètes, par exemple, à l'achat de masques par les régions quand les masques manquaient partout, à l'achat des respirateurs artificiels, à la prise en charge du chômage partiel. Et nous avons vu aussi que l'Union européenne est sortie aussi un peu de son dogmatisme, puisque pendant cette période, il a été possible d'assouplir les règles du pacte de stabilité budgétaire. Et nous avons vu que cet assouplissement a permis d'éviter l'effondrement. Mais comment se fait-il qu'au sorti de la crise, que l'Union européenne renoue avec ses vieilles habitudes idéologiques, et revient avec ce pacte d'austérité qui ne crée que des difficultés partout en Europe et pour les peuples. La guerre en Ukraine, nous avons été également aux avant-postes, d'abord pour faire face, sans doute, au plus grand mouvement de population depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'en quelques semaines, des millions de réfugiés se pressaient aux frontières des pays frontaliers, je pense à la Pologne en particulier, et nous avons pu là mettre sur la table un règlement CARE qui a permis de venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Et ça me permet de faire un lien avec le pacte asile-migration. Toutes les facilités apportées aux réfugiés ukrainiens, eh bien, nous constatons qu'elles ne sont pas apportées aux réfugiés qui viennent d'ailleurs et qui sont livrés aux violences de l'accueil dans les pays européens. Beaucoup de questions seront évoquées, je l'espère, dans le débat. Je veux terminer sur la question de la guerre. Il faut conclure, chers collègues. À Gaza, pour dire qu'il y a aujourd'hui sans doute une fracture qui est consommée entre l'Europe, qui s'est effondrée moralement, et le reste du monde, et que cela doit être pour nous un sujet de préoccupation. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs les députés européens. Nous allons passer aux interventions désormais des parlementaires nationaux. Donc on alternera députés et sénateurs, et on commence par une exception pour confirmer la règle. Parce que notre collègue Frédéric Petit m'a indiqué qu'il avait un petit souci d'agenda. Donc on commence juste avec Frédéric Petit pour le groupe démocrate de l'Assemblée nationale. Pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, de me laisser passer. Je suis en réunion de contrôle dans mon rôle de parlementaire juste après. Je vais juste dire une parole sur ce que nous avons entendu. Je crois que l'Union européenne, mes chers collègues, et vous l'avez démontré dans vos interventions, c'est le contraire de l'impérialisme. Je pense que c'est le contraire de l'impérialisme. Nous débattons. Vous savez que je suis élu. J'ai la chance, moi, d'être élu sur un territoire qui va de l'Allemagne, moi j'habite à Cracovie, qui va jusque dans les Balkans. Donc je pense que nous débattons en Union européenne et nous n'avons pas une puissance qui nous impose quelque chose de l'extérieur, y compris avec des chars ou avec de l'assassinat politique. Voilà. Je voudrais être très clair là-dessus. Je voulais vous parler de territoire. Moi j'ai la chance d'être élu sur un territoire où les débats sur l'Union européenne sont quotidiens, permanents, mais
Et je rappelle que les débats existent. Les débats sur la souveraineté, les débats sur l'impérialisme existent en Allemagne, existent en Pologne, existent en Hongrie, existent même dans les Balkans. La question que je voudrais vous poser va plus loin. Nous sommes en train de faire le bilan. Comment vous travaillez, comment vous imaginez ce bilan dans les territoires? Comment vous portez votre bilan et comment l'Union européenne pourrait porter ce bilan dans les territoires qui, peut-être à la différence du mien, sont moins habitués quotidiennement d'entamer ces discussions, d'entamer cette prise en considération que l'Union européenne est un projet qui nous concerne tous, y compris dans le quotidien et dans ce qu'on vit, ce que vous avez traduit dans vos différentes interventions. Je vous remercie. Merci, chers collègues. On passe à Constance Legris pour le groupe Renaissance de l'Assemblée nationale. Merci, messieurs les présidents. Merci, chers collègues, membres du Parlement européen, d'être venus jusqu'à nous et d'avoir répondu à cette invitation. 5 années de choc, de crise, de défis relevés ensemble durant ce mandat 2019-2024. Vous l'avez dit, pandémie de Covid, agression à grande échelle par la Russie d'un État souverain indépendant, l'Ukraine, compétition économique et industrielle de haute intensité, entre guillemets, au plan mondial, émanant par exemple de grandes puissances comme la République populaire de Chine, retour de certaines formes de protectionnisme avec l'Inflation Reduction Act américain, accélération des dérèglements climatiques majeurs, évolution numérique là aussi assez fracassante avec l'émergence de l'intelligence artificielle, la place de plus en plus grandissante prise dans nos vies quotidiennes, nos vies de citoyens, nos vies de consommateurs et de producteurs de plateformes numériques qui ne sont pas européennes. Sur beaucoup de ces défis, dans beaucoup de ces crises, l'Union européenne a su réagir, encore une fois, ensemble, en accélérant ses ripostes, en s'adaptant, en allant au-delà de ces modes de fonctionnement et de ces processus décisionnels habituels. Emprunt commun pour faire face à la crise pandémique, réponse sanitaire commune pour avoir des vaccins, plan de relance commun, encore une fois, Green Deal, bien sûr, ô combien important, soutien et solidarité financière concrète à travers, par exemple, la Facilité européenne pour la paix envers l'Ukraine et jamais démentie. Et la liste pourrait continuer. Ce sont autant de changements de paradigme, j'ose le mot, qui ont progressivement transformer le paysage européen. Certes, il reste beaucoup à faire, mais je crois que l'on entend maintenant, et vous l'avez dit, des expressions comme politique industrielle. On a réformé la politique commerciale européenne. On a même modifié certaines règles et assoupli certaines règles en matière de politique de concurrence. Il reste beaucoup à faire, mais le concept d'autonomie stratégique européenne s'est imposé, produit des effets avec, par exemple, les avancées en matière d'Europe de la défense. Tout sujet, d'ailleurs, souvent porté par la France, par ses représentants, par ses gouvernements, par-delà les clivages partisans. Et je voulais terminer sur le pacte asile-immigration et demander à nos chers collègues comment ils voyaient l'avenir de cet ensemble de législation dans les jours et les semaines à venir. Bien, je vais passer la parole à Christine Lavarde pour le groupe Les Républicains du Sénat. Merci, Monsieur le Président. Donc moi, je souhaiterais vous interroger sur dette climatique et dette budgétaire, qui sont deux enjeux aussi bien nationaux qu'européens. En prenant un exemple sur la dette climatique, le Parlement européen a adopté de facto la fin de vente des véhicules thermiques en 2035. Sur le fond, comment avez-vous pu voter une telle mesure sans aucune étude d'impact telle que l'a dénoncé le président de Renault au Sénat récemment? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on se donne bonne conscience en venant en fait diminuer notre bilan carbone en important le carbone chinois? Sur la forme, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la remise en cause, enfin la dérogation qui a été accordée à l'Allemagne en mars 2023, alors même qu'ils avaient voté au Conseil environnement de juin 2022, ne remet pas aussi en cause le fonctionnement des institutions? Sur la dette budgétaire, aujourd'hui, la dette commune levée par l'Union européenne, c'est un véritable projet politique, mais ça ne doit pas, à mon sens, devenir un projet budgétaire, c'est-à-dire que l'Union européenne doit emprunter à la place des États pour mettre en place des politiques communes, mais ne doit pas emprunter pour les États. Pour autant, le stock de dette européenne augmente considérablement et on voit bien que d'ailleurs avec la remontée des taux d'intérêt qui n'avaient pas été envisagés au moment de Next Generation EU, la charge d'intérêt va aller croissante, ce qui pose une question: comment va-t-on financer alors que ce n'est pas prévu dans le budget européen
la nécessité de ressources propres, sinon on fera appel aux États membres. Et donc, quelles sont les ressources propres que vous préconisez? Un rapport du Parlement européen très récent met en avant des ressources statistiques. Permettez-moi de penser que certaines sont assez farfelues. Taxer les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, taxer le volume de déchets alimentaires, est-ce les réponses auxquelles vous croyez? Merci Madame la sénatrice. Thibault François pour le groupe Rassemblement national de l'Assemblée nationale. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents de délégation, chers collègues. En effet, je crois que le débat a été très intéressant. Nous avons eu une succession de très belles descriptions des échecs de l'Union européenne. Mais je crois qu'il y a un rappel qui est très important à faire, c'est que tous autour de cette table, à l'exception de Monsieur Philippe Olivier, mon collègue, vous faites partie de la majorité du Parlement européen où 80% des textes sont votés avec le PPE, le socialisme, Renaissance, évidemment le groupe des Verts et l'extrême gauche. Donc juste un rappel qui, je crois, est utile pour l'éclairage de toutes les personnes qui nous écoutent. Alors cette législature, vous l'avez dit, au Parlement européen a été rythmée par de nombreux enjeux et problèmes qui demeurent sans réponse efficace aujourd'hui à travers toute l'Europe. Je reviendrai sur le pacte de la migration et de l'asile qui vise à uniformiser les politiques migratoires dans toute l'Union européenne et qui contribue à l'insécurité de notre continent. Alors que celui-ci est évidemment touché par des vagues migratoires successives de plus en plus importantes. En effet, en 2023, la France a atteint un niveau record d'immigration, avec plus de 24% de titres de séjour délivrés depuis 2017, plus 42% de demandes d'asile depuis 2017. La submersion migratoire atteint l'ensemble du continent européen. Et pour rappel, en 2023, les chiffres de Frontex ont recensé 380 000 franchissements irréguliers aux frontières extérieures de l'Union européenne. Cette pression migratoire est l'illustration même du manque de volonté de la Commission européenne d'Ursula von der Leyen et de ses soutiens du PPE et des Républicains en France. Alors les élus du Rassemblement national continueront de s'opposer à ce pacte d'immigration qui veut forcer une répartition des clandestins dans toute l'Union européenne et forcer les États membres sous peine d'amende s'ils ne respectent pas ce pacte. Alors ma question s'adressera à M. François-Xavier Bellamy. Je souhaiterais tout d'abord connaître la position des Républicains en France sur le pacte de l'immigration, car je crois que savoir que son parti politique européen le soutiendra au niveau du Parlement européen, et je souhaiterais également avoir des précisions quant au soutien ou non au renouvellement du mandat de Mme von der Leyen par son parti politique européen. Je crois savoir qu'il y a une différence entre la position des Républicains en France et le fait que Ursula von der Leyen soit la candidate officielle de votre parti politique européen. Je vous remercie. Je donne la parole à Karine Daniel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'avais une question qui concernait l'agriculture, puisqu'on sort d'une crise agricole qui a touché la France, mais qui a aussi touché de nombreux pays européens. 30 ans après les réformes, par exemple la réforme McCharry, qui a contribué au fait de découpler les aides directes. Aujourd'hui, on est sur des niveaux d'aides directes qui sont quand même sensiblement importants par rapport à d'autres secteurs, et des niveaux de variation des prix et des niveaux de prix qui sont bas. Et on voit que dans les moments de transmission des exploitations agricoles, finalement, les aides directes que l'on distribue, qui sont pour la plupart quand même basées sur les facteurs de production, contribuent elles-mêmes à augmenter le prix des facteurs de production et à augmenter le coût des exploitations lors des transmissions. Donc on voit bien qu'on est peut-être allé au bout du système d'attribution de ces aides basées sur les facteurs et qu'on a aujourd'hui un problème de niveau des prix et surtout de variabilité des prix qui insécurise évidemment les agriculteurs, mais les filières tout entières, puisque on voit qu'on a du mal à gérer une économie stable dans un système où on a cette grande variabilité des prix pour chaque produit, mais variabilité des prix qui ont des effets entre les filières elles-mêmes. Donc je voulais savoir comment est-ce que durant ce mandat vous avez appréhendé ces effets qui sont dévastateurs et qui ont produit des effets négatifs, et comment est-ce qu'on peut l'appréhender aussi à l'avenir pour les réformes qui viennent. J'ai Nathalie Oziol pour le groupe La France Insoumise de l'Assemblée nationale. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les députés européens, de manière générale, l'Union européenne actuelle se résume à un marché unique où les peuples sont soumis à la domination des banques et de la finance. Dans ce contexte, il y a les eurodéputés qui défendent les traités européens, le dumping social, fiscal, environnemental,
l'austérité ou qui s'accommodent du dogme de la concurrence de tous et contre tous. Et il y a celles et ceux qui défendent sans relâche la paix, le respect des peuples, celles et ceux qui mènent la bataille pour le progrès social et la protection des travailleurs, comme avec l'adoption de la directive pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs ubérisés, directive défendue jusqu'à la victoire par Leïla Chaibi, alors qu'Emmanuel Macron, en personne, aura tout mis en œuvre pour la faire échouer. Les positionnements de groupe sur les traités de libre-échange sont également révélateurs. C'est par l'Union européenne que sont ratifiés les traités de libre-échange contre la volonté des peuples et à contresens des urgences climatiques. Après le traité de libre-échange entre l'UE et la Nouvelle-Zélande, après le traité entre l'UE et le Mercosur, au moins 2 autres traités de libre-échange sont en ce moment même en cours de négociation avec le Chili et avec le Kenya. Seul le groupe The Left, présidé par Manon Aubry, s'est opposé systématiquement à tous les traités de libre-échange au Parlement européen. Par ailleurs, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le président de la Commission du développement régional, M. Younous Omarjee, premier président ultramarin d'une commission au Parlement européen. C'est l'occasion de vous demander le bilan de cette commission, ce qui a été mis en place pour venir en aide aux plus vulnérables, ou encore ce que vous, en tant qu'élu ultramarin, défendez pour les régions d'outre-mer. François Bonneau pour le groupe Union centriste du Sénat. Oui, c'est bon. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs les députés européens, mon interrogation va concerner notre politique de défense. L'invasion russe est venue mettre ce sujet au cœur de notre actualité européenne. D'ailleurs, la Russie ne se cache pas de faire la guerre à l'Occident et ce faisant, elle s'y emploie d'ores et déjà. L'Union européenne est partagée entre 2 visions. Une vision portée par des pays plus à l'est, qui sont notamment les pays baltes et la Pologne, avec une présence beaucoup plus forte du souffle de l'ours russe, et qui ont une vision plus atlantiste et qu'on peut comprendre, qui reporte sur une défense venant de l'OTAN, et puis une vision plus européenne de l'Ouest portée par la France pour une structure de sécurité commune définie par une demande d'autonomie stratégique et qu'a rejoint l'Allemagne. Dans le même temps, l'OTAN a vu des pays avant neutres comme la Suède et la Finlande rejoindre ces structures très récemment. Et donc ma question est celle-là. Compte tenu du poids aujourd'hui de l'OTAN, pensez-vous que cela puisse ralentir notre politique de sécurité et de défense commune, le tout dans un contexte d'élections américaines à venir, comme tout le monde le sait? Oui, Vincent Louault pour... Oui, mais tu étais prévu sur la liste. Oui, pour les indépendants du Sénat. Messieurs les présidents, messieurs les députés européens, vous dire l'interrogation que se pose la ruralité, les agriculteurs, les habitants sur des normes européennes où le diable se cache souvent dans le détail. Je prendrai qu'un seul exemple qui est emblématique et qui nous a pollué notre débat sur le CETA au Sénat. Ce sont des règles européennes, purement européennes, et non pas de commerce international, qui viennent porter atteinte à l'agriculture. Quand il faut, pour les lentilles, on a le droit d'importer à 10 mg, alors que la norme est plutôt à 0,1 mg pour les autres produits. C'est un exemple où on voit bien qu'on traîne encore l'histoire des accords du GATT, où les céréales étaient pour les Européens et les protéines pour le continent américain. Et ça, tout ça, c'est dépassé. Il faut qu'on se mette à jour. Et là-dessus, il y a des attentes très fortes pour qu'on ait ces fameuses clauses miroirs qui ne peuvent pas exister. Nous ne pouvons pas imposer à un autre pays démocratique d'imposer suivant des conditions qui sont du fait de chaque pays et du respect de chaque démocratie. Marietta Karamanli pour le groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, d'abord, je me réjouis, chers collègues, d'un tel échange qui ait lieu ce jour. Et plusieurs des défis auxquels nos États sont confrontés ont été évoqués à travers vos différentes interventions, mais je voudrais revenir sur 2 points.
La lutte d'abord contre le réchauffement de la planète, qui a été évoqué, nécessite de lutter contre l'injustice fiscale et donc, in fine, contre les inégalités sociales. Et les États européens pourraient voir leurs recettes augmenter de 170 milliards d'euros par an en cas d'instauration d'une taxe mondiale à 25% sur les bénéfices des multinationales. Il y a eu beaucoup d'espoir quand 140 pays se sont mis d'accord sur le principe d'une taxe minimale à 15% sur les bénéfices des sociétés multinationales. Et c'est vraiment un grand progrès, même si le taux proposé était nettement plus faible que ce que doivent payer les PME, parce que c'était la première fois qu'il y avait un accord international qui venait fixer justement un taux minimum d'imposition. En l'état, le projet semble déjà mité ou effrité par des niches ou pratiques qui en diminuent l'efficacité. En ce sens, le dernier rapport mondial de l'évasion fiscale de 2024 en montre les enjeux et les limites. Aucune grande entreprise au monde ne devrait échapper à une taxation minimale capable de financer une partie de la transition. Et selon l'Observatoire justement des Européens de la fiscalité de taxation, des 499 milliardaires européens pourraient également rapporter 42,3 milliards de dollars, soit 40 milliards d'euros de recettes. De quoi donc financer une partie de la transition écologique en s'appuyant sur la réduction des inégalités de fortune. Ma question est simple. Quelles initiatives ont été prises par vos groupes dans le sens d'une meilleure répartition de la richesse, à la fois produite sur le sol des États européens, mais aussi par l'activité de plusieurs grands groupes transnationaux à partir ou sur le territoire européen? Je vous remercie de vos réponses. Pour toi. Oui, Catherine. Merci, Monsieur le Président. Ma question va être posée sur la stratégie numérique de l'Union, considérant d'ailleurs que le numérique, ce n'est pas une industrie, c'est toutes les industries et toute l'activité qui nous concerne. Marie-Pierre Védrel a parlé de nos dépendances à l'énergie et à l'alimentation. Elle n'a jamais parlé de nos dépendances au numérique. Constance Le Gris a bien rappelé l'existence des plateformes extra-européennes qui finalement dominent tout l'écosystème. Alors ces 5 dernières années, on a vu que enfin, selon les bons mots de Maria Ressa, la prix Nobel de la paix, l'Europe a gagné la course des tortues, c'est-à-dire qu'elle a enfin légiféré, régulé beaucoup de textes sur lesquels nous avons travaillé au sein de notre commission des affaires européennes du Sénat. Donc les textes, c'est très bien, moi je m'en félicite. Je salue le travail notamment du commissaire Breton, mais il faut que cette stratégie soit sur ses 2 jambes. Or, je note que l'ambition industrielle n'est pas du tout au rendez-vous. Il faudrait constater que le document Boussole numérique 2030 est un document relativement flou, qui énonce des objectifs louables, mais qui ne se traduit pas par des budgets dédiés, une méthodologie, des objectifs à atteindre pour construire certaines filières. On parle de 20% de semi-conducteurs, très bien. Quid du cloud, l'informatique en nuage, qui est le grand marché sur lequel il faut travailler, d'autant qu'on prend des mesures dans le Data Act pour permettre justement de retrouver des règles de concurrence loyales avec les big tech. Que pensez-vous et comment avez-vous agi par rapport, vos groupes, ce document et cette ambition industrielle? C'est d'autant plus important que la donnée est l'actif stratégique majeur, que ce soit données personnelles, données des entreprises, données des administrations, qu'elle va être au cœur de l'IA, donc il y a un phénomène aussi d'accélération, que tout ça s'inscrit dans un monde de cybermenaces et de cyberattaques croissantes. Moi, je ne vois aucune stratégie du développement du marché de l'informatique en nuage. Il faut dire que c'est assez corrélé à notre politique française et ses manquements, je le dis assez clairement ici, dans la mesure où on n'a aucune préférence particulière pour soutenir notre propre écosystème, nos propres entreprises. En relation avec l'accord d'adéquation qui finalement a été renouvelé à l'identique, comme l'a été le Safe Harbor, le Privacy Shield, on est toujours face aux lois extraterritoriales, notamment américaines. Être allié des Américains, ça ne veut pas dire être soumis non plus. Donc, comment avez-vous agi? Comment avez-vous commenté ces décisions qui peut-être vous ont échappé? Telle est ma question sur l'ambition réelle industrielle pour l'Europe. Merci, cher collègue. Jean-Pierre Ponte, pour la députée de l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Il est évident que je vais vous parler d'un sujet qui nous préoccupe, et en particulier aussi le président Rapin, qui est un peu au courant de ce qui se passe sur la pêche. Alors, si on prend la chronologie, il y a déjà eu un plan d'accompagnement individuel qui a fait quand même
beaucoup de casse parmi nos bateaux, et en particulier sur le plan breton. Il y a eu ensuite l'interdiction d'un mois de pêche dans le golfe de Gascogne, bien que là, ce soit un arrêté du ministre, donc c'est franco-français. Il y a les aires marines protégées, niveau anglais, une douzaine d'aires marines protégées qui va interdire la pêche à nos bateaux du nord de la France. Il y a aussi maintenant les futures négociations qui vont être en cours en 2026 avec le Brexit. On a déjà perdu 25% de quotas. Il faut rappeler aussi que les licences, on a eu 2 ans pour les obtenir, alors qu'on devait les obtenir en un mois, mais on connaît la façon de procéder de nos entre guillemets, amis britanniques. Il y a aussi Bloom qui veut absolument interdire ce qu'on appelle les arts traînants, c'est-à-dire le chalutage, qui va compromettre beaucoup nos pêcheries. Donc vous pouvez comprendre qu'avec tout cela, nos pêcheurs sont très inquiets. D'autant que j'ai la chance demain d'avoir M. Barrot qui vient rencontrer nos pêcheurs. Les pêcheurs veulent à tout prix qu'on les entende, parce que les scientifiques, je pense, ont une vue assez personnelle de l'état des stocks, puisqu'ils étudient un endroit, ils n'imaginent pas que les poissons n'ont pas de frontières, et puis évoluent en particulier suivant le réchauffement climatique. Pour exemple, le port de Boulogne risque de devenir, et est en passe de devenir, le premier port de pêche de sardines, pour votre information, et nous avons maintenant un quota de thon rouge. Donc il y a des évolutions importantes. Je vous remercie. Et je pense, pour terminer, non, il y aura encore toi, oui. Pascal Gruny. Ah, il y aura Alain Cadec qui voudra en poser une aussi. Bon, Alain Cadec, oui, si on parle pêche ici, vous me permettrez de ne pas monopoliser la parole sur le sujet. Merci, messieurs les présidents, chers collègues du Parlement européen. Moi, je voudrais poser une question sur la politique agricole commune. Voilà, parce que il vous a pas échappé que nous avons une crise agricole hors pair. Là, vous n'en entendez plus parler beaucoup parce que malheureusement, les travaux sont dans les champs. Les agriculteurs sont dans les champs. Oui, vous pouvez hocher la tête, c'est quand même ça qui se passe. Pas vous, à côté. Oui, non, mais à côté, c'était pas ça. Bref. Donc, après avoir mis le feu avec le Green Deal dont vous nous avez fait l'apologie, je voudrais vous interroger surtout sur la renationalisation. Parce que donc, on a le feu avec le Green Deal, merci, vous en êtes vraiment responsable. Et la renationalisation, c'est la concurrence à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, je voulais vraiment vous interroger, vous demander si on va continuer comme ça, ou si vous avez décidé finalement que la politique agricole commune, il fallait l'arrêter totalement. Merci. Oui, du coup, moi j'ai une question comme député, pas comme président. Oui, on continue l'alternance. J'ai eu de nouvelles inscriptions, donc il y aura encore Alain Cadec et puis Louise Morel. Donc on garde l'alternance sénateur-député. Oui. Donc moi j'ai juste une question à poser là comme député et non pas comme président de séance. Plus une remarque et dans la droite ligne de ce qui a été dit par la sénatrice Gruny. Sur la question de l'agriculture dont on parle beaucoup, moi, le sentiment quand même que j'ai, je me demande si on n'est pas en train de se tromper de débat en réalité. Il y a eu plusieurs interventions qui ont mentionné le sujet de la souveraineté alimentaire. Il n'y a pas de problème de souveraineté alimentaire en Europe. Et je dis ça en me basant sur des travaux que j'ai moi-même menés l'année dernière avec un collègue député à la Commission des Affaires européennes. Je me base sur le rapport de France Agrimer qui fait maintenant autorité en la matière et qui est beaucoup repris. Et quand on voit notamment les taux d'auto-approvisionnement, là je me base sur les taux d'auto-approvisionnement de l'Union européenne, on est sur les principales productions au-delà de 100%, voire très proche des 100%. Et je me base aussi sur le début des travaux de la commission d'enquête que j'ai l'honneur de présider à l'Assemblée nationale sur le sujet de la souveraineté alimentaire, où nous avons tous les scientifiques, tous les chercheurs que nous auditionnons, qui nous disent qu'il n'y a pas de problème de souveraineté et de sécurité alimentaire en France et en Europe. Il y a des difficultés qui
se pose. Il y a des débats très forts dans le monde agricole. Je le constate moi-même, étant élu d'une circonscription à la fois agricole et viticole en Alsace. Il y a des sujets d'organisation des filières, il y a des sujets par rapport à certains accords de libre-échange. Il y a un sujet social aussi, sur la question des revenus, sur la taille des exploitations, sur la répartition des richesses. Mais moi, je me demande quand même si nous ne sommes pas en train de faire peur inutilement aux Européens. La souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire du continent, elle est assurée, et c'est un acquis de la construction européenne, et c'est un acquis de la politique agricole commune depuis 60 ans. Ah, oui, merci. Merci à tous. Je ne vais pas commencer. Simplement par rapport à ce que vous venez de dire, vous n'avez pas évoqué la pêche, j'imagine, le poisson. On importe 75% du poisson qu'on consomme en France. Hein. Donc, question souveraineté alimentaire, on est quand même loin du compte. Là. Une petite remarque. Hein. Je vais revenir sur ce que disait Younous tout à l'heure. La non-consommation des fonds Brexit par la France. C'est dommage. Marie-Pierre, malheureux. C'est un dossier un peu... on n'a pas été bon, quoi. Et puis, il faut faire attention, Monsieur Pont, évoquait la fin de la période de transition en 2026. Il a mélangé un peu de tout, d'ailleurs, Monsieur Pont. Il a mélangé Claire Nouvian avec la fin de la période de transition, tout ça, mais bon, il a voulu dire beaucoup de choses, sans doute, en même temps. Mais c'est des dossiers un peu différents, chers collègues. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez réfléchi à cette fin de période de transition de 2026? J'imagine que oui, je n'en doute pas. Et puis, alors, une question qui s'adresse plus particulièrement à Marie-Pierre, c'est les accords de libre-échange. Au Sénat, on vient de rejeter le CETA, qui ne servira à rien, puisque le gouvernement l'appliquera quand même. Mais il y a le Mercosur qui vient derrière. Alors, j'ai cru comprendre que, enfin, le président de la République avait compris que c'était un mauvais accord et qu'il était prêt à le dénoncer, mais bon, j'attends de voir. Donc, quelle est la position des parlementaires européens sur les accords de libre-échange et surtout sur les futurs accords de libre-échange? Voilà. Louise Morel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents, merci pour votre présence ce matin à l'Assemblée nationale. Pendant 5 ans, l'Union européenne a su garder le cap sur ses priorités. Je crois qu'on peut s'en réjouir. Les forces pro-européennes ont réussi à avoir un très beau bilan, à créer une nouvelle économie propre et circulaire, à permettre de résoudre les sujets liés à la crise sanitaire, le plan Next Generation EU, les vaccins. Et je crois que face à ce bilan, on peut être fier. Et moi, je voudrais saluer celles et ceux qui ont contribué. En premier lieu, le groupe Renew Europe, présidé par Marie-Pierre Védrenne, et qui a été à l'avant-garde sur de nombreux sujets. J'avais une question prête, mais très honnêtement, en entendant les propos de votre voisin, Monsieur Olivier, je ne peux pas ne pas réagir. Je crois que le propos qu'on a entendu, il mérite de confirmer aux humanistes, aux démocrates et aux protecteurs de l'environnement qu'ils ont raison de s'engager. Je me demande sincèrement dans quel monde le Rassemblement national vit, et je le dis avec beaucoup de respect. J'ai entendu dans vos propos un égoïsme sécuritaire et économique, un irréalisme populiste sur les sujets agricoles et une irresponsabilité environnementale majeure. Je voudrais vous poser une question très simple. Vous avez dit, en terminant votre propos, vous l'aurez compris, au Rassemblement national, on souhaite réformer l'Union européenne, mais je n'ai pas entendu une proposition de réforme, je n'ai pas non plus entendu un quelconque bilan. Alors je voudrais vous demander plus particulièrement sur le dérèglement climatique, au-delà de dénoncer la fin des véhicules thermiques, je n'ai pas très bien compris comment vous entendez répondre au réchauffement climatique, aux décès provoqués par la pollution de l'air, ou encore quelle réponse vous apportez à la 6e extinction de masse que nous sommes en train de vivre sur le plan de la biodiversité. Je vous remercie pour vos éclairages. Voilà, donc on a épuisé les demandes de parole des parlementaires nationaux. Donc pour les réponses, ce qu'on vous propose avec Jean-François Rapin, c'est qu'on va vous redonner la parole donc dans l'ordre du début pour une réponse individuelle de 5 minutes chacun. Non, mais on va reprendre l'ordre. François-Xavier Bellamy pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors déjà, il est certain qu'on ne répondra pas à toutes les questions parce qu'elles sont très nombreuses. Quelques éléments rapidement sur les points qui ont été évoqués. Sur la question de la souveraineté alimentaire, Monsieur le Président, permettez-moi de dire mon désaccord avec le diagnostic que vous posez.
Et à partir d'un chiffre simple, en 2019, la France est devenue déficitaire commercialement sur sa balance agricole. Si on retire les vins et les spiritueux, qui sont évidemment un fleuron magnifique de notre pays, mais qui ne contribuent pas nécessairement à la sécurité alimentaire, chacun en conviendra. Et donc on est dans une situation de crise agricole majeure qui, oui, c'est vrai, met en danger notre sécurité alimentaire. Pardon de le dire, mais vous faites partie d'une majorité qui aura contribué à détruire la sécurité d'approvisionnement de notre pays sur le plan énergétique, avec la fermeture de Fessenheim, avec la PPE actuelle qui prévoit la fermeture de 12 réacteurs nucléaires. Est-ce qu'il va falloir qu'on vive une crise alimentaire mondiale pour qu'on découvre que ce n'est pas en faisant venir des tonnes de lait en poudre de Nouvelle-Zélande qu'on va réussir à sécuriser notre pays dans les turbulences géopolitiques que notre monde traverse aujourd'hui? Donc nos agriculteurs aujourd'hui, ils ont sur les épaules un enjeu géopolitique central et notre devoir, c'est de les renforcer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voté contre un texte comme Restauration de la nature, je le disais tout à l'heure, qui contribuait à la baisse de 10 à 15% de la production alimentaire en Europe, ou bien à la stratégie Farm to Fork qui allait dans la même direction. Si on veut réussir à préserver nos démocraties, il faut aussi qu'on s'en donne les moyens concrets. Ça veut dire renforcer nos filières stratégiques, et l'agriculture en est une. Et je suis désolé d'entendre qu'ici, certains continuent d'entretenir le déni de réalité sur la crise que traverse notre modèle agricole, avec la disparition de 100 000 fermes en France en 10 ans. Peut-être qu'il serait temps de commencer à ouvrir les yeux. Sur le sujet de notre industrie, chère Christine, vous posiez la question du véhicule électrique. Effectivement, nous avons voté contre, avec le PPE, le 100% véhicule électrique, parce que je crois que nous devons défendre aussi, du point de vue de la méthode politique, la neutralité technologique. La neutralité technologique, c'est dire à nos industriels ce que nous voulons atteindre comme objectif en termes de décarbonation et les laisser développer les moyens. Nous sommes législateurs, nous partageons cette expérience ici. Nous ne sommes pas les meilleurs pour dire quelle technologie doit être adoptée pour atteindre un objectif. Notre rôle à nous, c'est de fixer l'objectif. Et c'est la même chose quand il s'est agi de défendre, là aussi, notre production énergétique. L'Europe a été le lieu d'un combat déterminé contre l'énergie nucléaire et nous avons défendu cette énergie nucléaire avec les Républicains, contre d'ailleurs beaucoup, je le disais, de collègues français de la gauche ou des élus macronistes, parce que nous croyons à cette neutralité technologique et nous croyons que le nucléaire aujourd'hui fournit l'énergie la plus décarbonée qui soit pour pouvoir à la fois lutter contre le dérèglement climatique et permettre de sécuriser l'approvisionnement énergétique des Français et de maîtriser les prix de l'électricité. Sur la pêche, évidemment, sujet majeur. Moi, je regrette que j'étais rapporteur sur la réserve d'ajustement Brexit et on s'est battu pour aller chercher des dizaines de millions d'euros supplémentaires pour les pêcheurs français touchés par le Brexit. Eh bien, ces millions d'euros ont été consacrés par le gouvernement à un plan de sortie de flotte qui devait, là où il devait servir à investir dans l'avenir, ils ont servi à casser des bateaux. On est aujourd'hui dans une situation de crise existentielle et qui contribue d'ailleurs à cette question de la sécurité alimentaire dont on parlait à l'instant. J'étais à Boulogne il y a quelques jours et donc on continue de mener ce travail avec nos pêcheurs pour les soutenir. Je suis très heureux d'ailleurs que vous parliez des Outre-mer, qu'on ait obtenu il y a 24 heures la nouvelle qu'il aura fallu 4 ans à arracher à la Commission. On finit par obtenir le renouvellement de la flotte dans les Outre-mer. Et ça, c'est un sujet qui était aussi extrêmement attendu. Plusieurs collègues ont posé des questions sur le pacte Asile et Migration. Et monsieur le député François, vous m'avez interpellé très directement sur le sujet, donc je vous réponds. Sur le pacte Asile et Migration, il y a en fait derrière ce pacte une dizaine de textes. Certains vont dans la bonne direction et nous les voterons. Je pense au règlement screening. Je pense que même les collègues de votre groupe le voteront également. D'autres contenaient de bonnes intentions, par exemple l'idée de la procédure d'asile aux frontières, mais malheureusement ont été vidés de leur substance par la gauche qui a introduit des procédures de recours qui rendent inutilement compliquées ces procédures frontières. Donc nous aurons à marquer notre opposition de manière très déterminée à des textes qui ne contribuent pas au renforcement de l'Europe sur les questions migratoires. Puisque vous avez évoqué la question de la majorité, et vous avez parlé de Mme von der Leyen, et monsieur le député François, je serais très heureux de vous accueillir au Parlement européen pour vous en dire un peu plus sur la manière dont fonctionne le Parlement. Si les collègues du Rassemblement national ne l'ont pas fait, je serais heureux de compléter cet éclairage. Il n'y a pas de coalition au Parlement européen. Les majorités se font et se défont texte par texte, article par article, amendement par amendement. Donc dire que nous sommes tous dans la même majorité, c'est une fiction. Nous nous sommes opposés sur de très nombreux textes, notamment sur des questions migratoires. Nous avons défendu, par exemple, avec le PPE, l'idée que le budget européen devait contribuer à construire des infrastructures physiques aux frontières extérieures de l'Europe. Toute la gauche et les macronistes s'y sont opposés. Donc il n'y a pas de majorité. Ce qui compte, c'est d'être à l'intérieur de nos groupes, la voix des Français, à l'intérieur du groupe PPE, pour ce qui nous concerne, pour faire en sorte d'obtenir le changement de cap dont l'Europe a effectivement besoin. Et c'est parce que
nous croyons à la nécessité de ce changement de cap, que nous nous sommes opposés à la reconduction de Mme von der Leyen, non pas seule, mais en prenant la tête d'une alternative intérieure au PPE qui a réuni 401 délégués du PPE sur les 801 délégués qui votaient au congrès de Bucarest. En fait, l'Europe, c'est un combat. Il n'y a pas de majorité, je le redis. Les clivages sont parfois politiques, ils sont parfois nationaux, et ce qui compte, c'est de faire en sorte de pousser les priorités politiques là où ça se passe, à l'intérieur des groupes politiques. Il est très dommage, de ce point de vue-là, que les Français aient confié le plus grand nombre de députés à une délégation qui aura été, pendant la totalité de ce mandat, aux abonnés absents, pour faire en sorte de faire avancer les sujets européens. Lorsque nous avons obtenu que le budget européen puisse financer ces infrastructures physiques aux frontières extérieures de l'Union européenne, c'était grâce à nous, pas grâce au Rassemblement national. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que les Français sachent que l'Europe, c'est d'abord ce travail de fond, ce travail de l'intérieur, ce combat de tous les jours pour faire en sorte que les choses avancent. Nous ne sommes pas des commentateurs, nous, de notre côté, nous sommes de ceux qui font pour faire en sorte que le débat politique qui nous oppose à la gauche, au Parlement européen, bien souvent, soit l'occasion de faire avancer l'Europe dans la bonne direction par la construction de majorités claires qui soient, elles, pour le coup, efficaces et sérieuses. Bon, pardon, on a compris que 5 minutes, c'était un peu court pour vous permettre de répondre. François-Xavier Bellamy a fait 6 minutes 30. Ce que je propose, c'est qu'on vous donne à chacun donc 6 minutes 30. Et rassurez-vous, préparez votre conclusion parce qu'on vous redonnera 2 minutes à chacun pour conclure, et finalement apporter une conclusion, si ça vous va comme ça. Donc 6 minutes 30 pour chacun d'entre vous, et on vous redonnera 2 minutes. Enfin, à moins qu'il y ait aussi, il peut encore y avoir des réflexions des députés. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions constructives. Voilà, qui n'étaient pas là pour faire des déclarations générales ou des tracts. Et ensuite, j'accepte les critiques de gens qui ont un bilan. Pour critiquer le bilan des autres, encore faut-il en avoir un. Et il est vrai que en tant que négociatrice, pour les sociodémocrates, vous savez, quand vous négociez un texte, vous appelez tous les groupes politiques, un par un. Je n'ai jamais eu de représentant d'idées. Je le dis très clairement. Et même dans le protocole, plus personne ne nous faisait la remarque à nous négociateurs, parce qu'on savait que personne n'était là, pas même un conseiller, pas même un assistant. Ça, c'est le premier point. Sur tout le reste, je vais essayer de ramasser un peu ce qui a été dit. Sur la question du numérique, il y a 2 questions qui sont venues sur ce sujet-là. C'est un sujet essentiel. C'est un sujet qui a été mal anticipé, qui n'a pas été anticipé, même, disons-le clairement. À mon sens, premièrement, il y a le sujet des données sur lesquelles il faudra travailler, il y a le sujet des GAFAM aussi. On oublie que nous sommes un continent de 445 millions de consommateurs. Il y a des inégalités, mais on est plutôt uniforme, en fait, et que sans ce marché, les GAFAM américains vont pas très très bien, en fait. Donc on a un rapport de force qu'il faudra à un moment faire jouer, je le crois, et il n'est pas normal que dans les débats qui peuvent exister sur la question du numérique, sur la question de l'intelligence artificielle, l'Europe a totalement disparu et que ça ne choque personne. Je lisais un article du Financial Times la dernière fois qui expliquait comment, comme pour le web ou comme pour les accords bancaires avec Bâle, ce genre de choses, les États-Unis et la Chine discutaient tous les deux. Et ce qui était terrible dans cet article du Financial Times, c'est qu'il n'était même pas inscrit « il manque l'Europe à la table ». C'était comme si c'était une normalité, quelque part. Donc, il y a eu un vrai défaut à ce niveau-là, et on doit réintégrer la question de l'intelligence artificielle et la question du numérique à notre politique industrielle. Je pense que c'est vraiment essentiel, d'autant qu'aux États-Unis, qui est-ce qu'on trouve dans toutes ces entreprises? Des Français et des Européens. Donc, comme quoi, il y a un vrai loupé. On a une certaine capacité à avoir des gens qui vont avoir des idées absolument fantastiques, mais au moment où il faut faire des montées pour avoir une entreprise plus grosse, c'est là où on perd. Donc, il y a un effort à faire et je pense que ça doit être un pilier de notre politique industrielle. Et ce que vous disiez est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un changement de paradigme, entièrement d'accord. Maintenant, il faut qu'on se dote des outils qui vont avec ce changement de paradigme. Et ce que je disais, il nous faut vraiment un acheté européen, réutiliser la commande publique pour réorganiser nos filières industrielles. C'est essentiel d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental aussi, parce qu'aujourd'hui, 60% de la chaîne de valeur sur les questions, par exemple, de technologie verte est détenue par la Chine. Et c'est pas possible. C'est pas possible d'un point de vue économique, c'est pas possible d'un point de vue environnemental, c'est aberrant. Ce n'est pas possible d'un point de vue géopolitique.
on ne doit pas faire avec la Chine ce qui s'est passé avec la Russie. La Chine n'est pas dans un moment, il ne faut pas en faire un ennemi, mais on ne peut pas dire que ce soit un pays qui nous soit en ce moment tout à fait favorable, disons-le clairement. Voilà. Donc on doit être autonome stratégiquement à tout prix. Sur la question de la dette climatique, du Green Deal, des véhicules thermiques et des taux d'intérêt et des ressources propres. J'étais avant-hier à Charleroi, dans une usine qui fabrique à la base des composants pour les voitures, des pare-brises. Et ils sont en train de faire en sorte, tout un plan, ils travaillent d'ailleurs avec des usines de Valenciennes, etc. Ils essayent de repenser un maillage au niveau européen pour passer au solaire. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Première phrase, s'il vous plaît, vous ne revenez pas en arrière sur la question du Green Deal. Parce qu'en fait, si vous revenez en arrière sur la question du Green Deal, vous mettez tout un tas d'entrepreneurs dans une situation difficile. Quand on connaît un peu le monde de l'entreprise, on sait que les entrepreneurs, ils ont besoin d'une chose, c'est de stabilité. C'est d'une vision et de stabilité de la norme. Ensuite, il faut évidemment les aider. Il faut évidemment travailler ensemble. C'est essentiel. Les mutations à venir sont exceptionnelles. Et je ne dis pas que ça va être simple. Mais par contre, à un moment, quand on a assis une position, il faut pouvoir s'y tenir. Et sur la question des taux d'intérêt, moi, je vais vous dire, je fais partie des gens qui l'avaient anticipé, parce qu'en fait, des taux d'intérêt, déjà, ça ne reste jamais faible. Et je fais partie après des gens qui ont lutté pour que la Banque centrale européenne n'augmente pas trop vite ses taux, alors que certains groupes, et je pense au groupe de la droite, du PPE, voulaient augmenter très massivement les taux d'intérêt dès le début de la crise. Je ne vous raconte pas les conséquences que ça aurait eu d'un point de vue économique et sur le marché de l'immobilier. Donc si cela avait été anticipé, mais malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Sur la question des ressources propres et de la fiscalité qui m'a été posée, il nous faut des ressources propres parce qu'il nous faut un budget européen. Et ce n'est pas une question de gauche ou de droite, mais il nous faut être outillés pour être une puissance géopolitique dans un moment où les blocs, qu'on le veuille ou non, se sont reformés. Et puis il y a l'élection de Trump qui est possible. S'il y a l'élection de Trump, que se passe-t-il en Ukraine? Parce que, pardon, Poutine, il ne s'arrêtera pas. Parce que Poutine, si on ne lui fait pas du rapport de force et qu'on est gentil avec lui et qu'on le laisse avancer, eh ben, l'histoire a montré qu'il ne s'arrête pas. Donc la question de la paix, il faut être au moins deux pour faire la paix. Et là, il n'y a personne pour pouvoir faire la paix. Donc on est dans un moment où il faut être en capacité de se défendre. Être en capacité de se défendre ne veut pas dire agresser. Mais on doit, même chose, être en capacité d'avoir une réponse commune. Et pour ça, il nous faut un budget. C'est essentiel. Et après, une fois qu'il y a ce budget, on mène des politiques de droite, de gauche, écolo. Ça, c'est la démocratie. Mais on doit avoir des ressources propres. Comment faire? Vous avez parlé à juste titre de la question de l'impôt sur les sociétés. J'ai eu l'honneur d'en être la rapportrice et c'est Paolo Gentiloni, un social-démocrate, qui a porté la question fiscale pendant tout ce mandat. Et on a bien avancé d'un point de vue fiscal pendant ce mandat, malgré tout. J'ai 1 minute 30 en plus? Ah, c'était déjà intégré. Ah, c'était déjà intégré. C'est pour ça que j'étais là, c'est super, j'ai le temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réponds plus tard sur la question fiscale? Alors, je répondrai plus tard sur la question fiscale, malheureusement. J'espère qu'un jour, je pourrai le saluer. Ah ben, j'ai le temps de répondre sur la question fiscale, désolée. Ah ben non, attendez, s'il a eu 6 minutes 30, je peux avoir 30 secondes sur la question fiscale. Sur la question fiscale, on a énormément avancé côté européen. Nous sommes le premier continent au monde à avoir mis en place la taxation minimale sur les multinationales. Juste rappeler que c'est un taux effectif. Ce n'est pas un taux affiché, hein, c'est un taux effectif. Donc quoi qu'il arrive, les entreprises seront obligées de payer cet impôt parce qu'il y avait trop d'injustice fiscale entre les PME sur lesquelles j'ai eu l'honneur là aussi de travailler. On a essayé de réduire la pression et de faciliter notamment les questions fiscales pour qu'elles puissent exporter mieux. C'est notre dernier texte qui est passé. Maintenant, il nous faut des ressources propres. Ces ressources propres, 3 possibilités. Taxation des super-profits, taxation des ultra-riches. Je finis, exit tax comme les États-Unis. Les États-Unis mettent en place une exit tax. On doit faire exactement pareil au niveau européen. Quand on s'est fait de l'argent sur l'Union européenne, très bien, vous avez le droit, mais après, vous payez vos impôts. Merci. Vous aurez un mot de conclusion à tous. Alors là, il y a 6 au compteur. Ouais, on s'est réglé à 6,30 ou pas? Sinon, on n'arrive pas à mettre les 30 secondes. Donc on mettra 30 en plus. On mettra 30 en plus. Il faudra acheter un nouveau compteur à l'Assemblée nationale.
Marie-Pierre Vidal. Merci beaucoup, mesdames, messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs les députés. Je vais commencer d'abord par la question commerciale où j'ai été spécifiquement interpellée, ce qui est aussi normal et légitime vu que je siège dans cette commission. Pour nous, et je vais rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur Cadec, cher Alain, s'il n'y a pas enfin d'opposition au Mercosur de la part du président de la République, il y a depuis le début du mandat, en tout cas de notre côté, une action pour dire que le Mercosur ne correspond pas au logiciel changé par justement notre délégation sur la politique commerciale. En octobre 2020, moi j'ai fait passer un amendement avec le soutien effectivement d'autres collègues qui dit pas de Mercosur en l'état et qui est devenu la position officielle du Parlement européen et qui a fait que la Commission européenne justement a été obligée de changer de logiciel. Donc il n'y a pas une nouveauté d'opposition vis-à-vis sur le Mercosur. Par contre, il y a eu un travail d'influence pour faire en sorte que la politique commerciale corresponde justement aux enjeux et aux priorités politiques qui sont les nôtres, à savoir d'être une puissance souveraine. Il ne s'agit pas pour autant de dire que nous sommes opposés à tous les accords de commerce. Vous venez effectivement au Sénat de débattre notamment du CETA. Et nous, on est très clair aussi pour dire que quand un accord de commerce correspond à un logiciel qui nous permet de sortir de certaines dépendances, qui nous permet de créer des conditions de davantage de réciprocité, nous le soutiendrons. C'est le cas effectivement du CETA, c'est le cas de l'accord avec la Nouvelle-Zélande, et c'est le cas de l'accord du Kenya. Donc je voudrais juste rebondir aussi, Madame la députée, sur ce que vous avez dit. En fait, donc, le Mercosur, il n'est pas en vigueur, il n'est pas ratifié, il n'y a pas d'accord Mercosur. Par contre, non, mais en tout cas, c'est pas ce que je viens de dire. Je viens de dire qu'il n'y a pas de ratification et il n'y a pas d'accord. C'est parce que vous avez dit dans votre intervention que, en gros, le Mercosur était là et vous avez dit que le Chili et le Kenya, ça reviendra. Donc, en fait, il y a eu un vote au Parlement européen sur le Chili et le Kenya. C'est des accords qui ont été conclu et ratifié par le Parlement européen. Le Mercosur, comme je viens de l'expliquer, le Parlement européen a adopté un amendement que j'ai porté pour dire pas de Mercosur en l'état, parce qu'il ne correspond pas justement au logiciel sur lequel nous travaillons pour avoir une politique commerciale qui soit beaucoup plus ferme. Au-delà des accords de commerce, notre travail a été également de créer des instruments à côté des accords de commerce. Parce que quand on parle politique commerciale, on parle que accords de commerce, sauf qu'il y a d'autres outils, d'autres leviers qui nous permettent de défendre nos intérêts. Par exemple, la réciprocité sur les marchés publics. Là aussi, ça a été une avancée pendant ce mandat. C'était un dossier qui date d'il y a plus de 10 ans, donc on voit bien aussi l'influence que nous avons jouée au Parlement européen pour transformer justement ces instruments de souveraineté et arriver à leur construction. Il s'agit de dire que le contexte et le travail. Et, cher Alain, tu sais bien qu'au Parlement européen, justement, c'est l'implication et le travail qui va faire que les choses évoluent. Je ne dis pas que nous sommes les tout surpuissants, je dis que par notre action et par notre travail, nous arrivons à influencer les choses. Et je pense qu'on peut s'en satisfaire collectivement parce que c'est une position, pour le coup, quand je travaille à la fois avec d'autres collègues, d'autres groupes politiques, que nous pouvons partager. Nous avons des points de différenciation, mais pour autant, il y a des avancées. Donc moi, je préfère me satisfaire de ces avancées que nous pouvons partager, plutôt que d'être et de dire que ce serait qu'une action des uns et des autres et que nous aurions seulement la gloire. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est véritablement d'avoir des députés européens, français au Parlement européen, qui permettent de répondre aux enjeux auxquels nous avons évoqués. Sur la question agricole, là aussi, notre cap, il est très clair depuis le début du mandat et nous sommes effectivement les artisans du pacte vert et nous ne reviendrons pas sur ces objectifs-là. Le cap, il est fixé, c'est celui de la neutralité carbone à horizon 2050. Le sujet maintenant, c'est effectivement comment on arrive à cet objectif et comment on soutient à la fois des productions sur le territoire européen, parce qu'il s'agit d'être très clair, il s'agit de produire à la fois certaines industries et à la fois dans le domaine agricole sur le territoire européen, et comment on crée les conditions de protection. Donc je rejoins aussi ce que vous avez dit, monsieur le sénateur, sur la question des mesures miroirs, qui est pour nous un élément extrêmement important. Pendant ce mandat, il y a eu aussi une bataille effectivement politique de gagner pour dire que l'enjeu des mesures miroirs doit être partagé à l'échelle de l'Union européenne, mais maintenant on doit le concrétiser. On a eu 3 textes qui ont permis de concrétiser les choses, notamment sur les néonicotines, et il faut là aussi aller de l'avant, et je pense que ça doit être un engagement collectif français. Sur la question du numérique, Madame la sénatrice, il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas d'enjeu numérique. Effectivement, on a des vulnérabilités dans l'ensemble des sujets. 4 minutes, c'est court pour évoquer toutes les vulnérabilités. Je reviendrai juste sur sur les points que vous avez dit, je partage. Évidemment, on a beaucoup légiféré et
On le sait, l'Union européenne, c'est une puissance normative. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pendant ce mandat sur cet enjeu-là. Sauf que ce n'est pas suffisant. Si cette puissance normative ne s'accompagne pas d'un choc d'investissement, effectivement, nous sommes au milieu du gué et nous ne répondons pas aux enjeux. Donc la question de l'investissement, elle est fondamentale sur le sujet du numérique. Ça passe notamment par la commande publique. Je vous rejoins totalement sur un point que vous avez évoqué, la question des sanctions extraterritoriales. Quand je suis arrivée au Parlement européen, j'ai voulu aussi me saisir du sujet. Et j'ai vu les points de blocage qu'il pouvait y avoir, notamment chez les Allemands. Et progressivement, là aussi, nous arrivons à faire bouger les choses parce que d'autres collègues, d'autres groupes politiques, d'autres nationalités se saisissent du sujet. Et je pense qu'aussi sur cet enjeu, nous sommes trop sur une question de défensif et pas suffisamment offensif. Donc ça passe notamment par le fait d'avoir un euro qui soit beaucoup plus fort, là aussi pour sortir de nos dépendances vis-à-vis des Américains. Ensuite, sur la question du pacte migration qui a été évoqué par les uns et les autres, nous, très clairement, nous voterons l'ensemble des textes. Parce que là aussi, si nous voulons avancer, il ne s'agit pas juste de voter des textes qui seraient sur la responsabilité et pas ceux qui seraient sur la solidarité. Il faut véritablement que ce pacte soit mis en œuvre. Juste un dernier mot sur la question de l'OTAN et sur la question de la défense. On a avancé sur la question du Fonds européen de défense, etc., pendant ce mandat, parce que le contexte, là aussi, a aidé. Il faut qu'on continue à affirmer très clairement qu'il n'y a pas à avoir d'opposition entre l'OTAN et le Fonds européen de défense et une politique de défense. Mais par contre, il faut qu'on fasse comprendre à tous nos collègues européens que là aussi, la production sur le continent européen et la commande publique ont un rôle essentiel. Je vous remercie. À vous. Allez-y. Monsieur le Président, alors moi je voudrais déjà répondre à deux objections qui m'ont été faites directement. La première sur notre absence et notre incompétence. Alors on est évidemment dans des rhétoriques électorales, je ne pense pas que ce soit le lieu ici. Moi ce que je me pose comme question, c'est de savoir pourquoi est-ce que si on était si inopérant, on effraie tellement nos adversaires. Je pense qu'ils voient bien qu'on a un vrai jugement, on est une vraie opposition, et je vais vous le montrer tout à l'heure. Je crois qu'il y a au Parlement européen des règles qui s'appliquent à géométrie variable. On a normalement la règle d'Hondt. La règle d'Hondt voudrait que l'opposition ait accès à un certain nombre de postes, un certain nombre de rapports. Nous sommes exclus de cette règle. C'est-à-dire que nous n'avons aucun rapport. Et après, on vous dit en période électorale, vous n'avez présenté aucun rapport. Évidemment, on ne nous en donne pas. Je ferme la parenthèse et je réponds à notre collègue sur le réchauffement climatique et à sa question, dans quel monde vivons-nous? Eh bien, madame, nous vivons dans le vrai monde, dans celui des gens qui en ont marre de vos normes, dans celui des agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre avec 800 €, dans celui des Français qui se disent qu'ils ne pourront pas acheter une voiture à 45 000 €, dans celui des gens qui veulent produire et qui sont empêchés de travailler. Je crois que nous vivons dans ce monde-là. Et d'ailleurs, nous vivons tellement dans ce monde-là, c'est que quand nous avons posé le problème de la France des oubliés, eh bien, on a découvert après qu'il y avait les gilets jaunes. Et quand nous avons, et moi j'ai été manifesté avec les farmers hollandais il y a 2 ans et demi, et vous découvrez aujourd'hui la crise agricole, et quand vous dites qu'elle est finie, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie parce que le pacte vert a enflammé la pampa. Et cet incendie va consumer les systèmes politiques comme il l'a fait en Hollande. En fait, vous êtes des progressistes qui ne croyaient pas en la science. C'est-à-dire que quand on prend les textes du Parlement européen, on a des restrictions, des limitations, des interdictions. Il n'y a aucune piste scientifique. On interdit les produits, mais on ne recherche pas des produits de substitution. Et surtout, on met un agenda qui est absolument intenable. Et on n'en finit jamais avec des normes. On nous dit, si vous voulez sauver la planète, il faut des moteurs thermiques, il faut arrêter les moteurs thermiques. Donc on arrête les moteurs thermiques, on se lance sans études préalables dans le tout électrique, sans voir la production, sans voir le recyclage, sans voir les batteries, sans voir la dépendance à la Chine, etc. Et puis on a à peine fini de blâmer le thermique, qu'on fait la norme Euro 7, et là on découvre la pollution avec les fibres de pneus, et on s'attaque aux voitures les plus lourdes, c'est-à-dire aux voitures électriques. Donc ça n'en finira jamais, c'est un système qui n'en finit jamais. La France, elle, a fait sa transition écologique dans les années 70 avec le plan Mesmer et le nucléaire.
alors qu'il n'y a pas de carbone, on nous explique qu'il faut entraver le nucléaire. Et on voit bien qu'il y a là une logique de destruction de notre potentiel énergétique. Alors on pourrait évidemment en parler très longtemps. Il y a des pistes, il y a l'hydrogène. Marine Le Pen en avait parlé en 2005. Il y a énormément de pistes qui ne sont pas du tout étudiées par l'Union européenne, qui est dans une logique décroissantiste. Je voudrais maintenant reprendre un peu les questions qui nous ont été posées. Effectivement, l'Union européenne intervient dans notre vie quotidienne, mais pas forcément pour notre bien. Quand on prend le traitement de l'énergie, ça aboutit à l'explosion des factures énergétiques pour les ménages et pour les entreprises. Lorsqu'on prend la politique telle qu'elle est menée sur l'agriculture ou sur l'élevage, ça annonce une augmentation énorme du prix de la viande. Ce sont les catégories les plus modestes qui en feront les frais. En réalité, l'Union européenne s'invite dans nos vies et pas de manière positive. Et d'ailleurs, elle est assez impopulaire. Un mot sur les traités de libre-échange. On a eu ici un réquisitoire. Et même ceux qui sont partisans du libre-échange sentent bien que ça ne marche pas. D'abord, on nous explique qu'il faut sauver la planète, mais on met des cargos qui sont hyper polluants partout, parce qu'on ne sait pas rompre avec la logique mondialiste. Alors même que la mondialisation est en train de se rétracter, et même les États-Unis sont en train de devenir protectionnistes. Les seuls qui, sur la planète, n'ont pas compris que le protectionnisme était en train de s'imposer, que le cycle mondialiste était fini, c'est l'Union européenne. Et on continue avec nos lubies libre-échangistes. Évidemment, il faut des clauses miroirs, et nous ne sommes pas pour le libre-échange, nous sommes pour le juste échange. Les agriculteurs français sont la variable d'ajustement des traités de libre-échange. Un mot sur la PAC. Je crois qu'il y a une menace sur la PAC. Moi, on se félicite qu'elle ait été plutôt nationalisée. Mais il y a une menace, ce serait l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, parce que ça voudrait dire que tous les crédits de la PAC partiraient pour l'Ukraine. Un mot sur l'IA. Effectivement, comme l'a souligné notre collègue, l'Union européenne n'a qu'une vision normative et il n'y a pas de projet industriel ou technologique ou scientifique. Et donc, on est à la remorque des États-Unis. On est une colonie numérique américaine. Et enfin, dernier point sur les ressources propres et la dette. Les ressources propres, ça signifie des impôts européens. Ça signifie aussi que l'Union européenne échappera à tout contrôle. Quant à la dette, on a créé 800 milliards de dettes. Quand on a fini d'épuiser toutes les capacités nationales, on recrée un fardeau de dette européen. Merci. Merci. Bien. Je sais que pendant les campagnes électorales, la vérité déserte parfois, mais il y a tout de même des limites dans la distorsion entre ce que l'on énonce et ce qu'on fait. Bon. Et vous avez remarqué que pendant cette campagne électorale, mais même ici ce matin, quasiment tout le monde critique aujourd'hui la politique agricole commune. Mais cette politique agricole commune, elle a été approuvée quasiment par tous les groupes politiques qui sont dans la cogestion avec la présidente von der Leyen. Et cette politique agricole commune, elle a été approuvée et les raisons qui sont avancées aujourd'hui pendant la crise agricole, c'est exactement les raisons pour lesquelles nous avons refusé d'adopter cette politique agricole commune. Et il en va de même pour les accords de libre-échange. Il est tout de même savoureux de noter que pendant cette campagne, tout le monde découvre les effets très négatifs de ces accords sur notre production et sur nos emplois. Mais ce sont exactement pour ces raisons-là que nous nous opposons aux accords de libre-échange. J'étais à Amiens il y a quelques jours à Metex. Bon. Et nous avons vu à Amiens comment cette production de lysine, c'est la seule industrie européenne qui produit de la lysine, qui sert à faire de l'aspégique, des médicaments, donc notre indépendance, et qui sert aussi pour les agriculteurs. Eh bien, voilà que cette lysine est concurrencée par la Chine. Et la Chine a
des droits d'accès au marché européen avec des droits de douane à 0%. 0%. Et dans le même temps, en ce moment, les États-Unis, par exemple, sur les puces et les semi-conducteurs, viennent d'accorder 8 milliards d'euros à Intel. Et lorsque je vous disais tout à l'heure que la Commission européenne doit repenser sa vision en matière de régime des aides d'État, ce qui a été possible pendant la pandémie du Covid-19 devrait pouvoir se pérenniser aujourd'hui. Et la Commission est en train de revenir sur une lecture extrêmement rigide concernant les aides d'État par rapport à cette vision aveugle de la concurrence non faussée. Donc voilà la réalité des choses. Beaucoup de sujets ont été évoqués. Je veux vous dire que s'agissant du Green Deal, on n'évoque jamais la question de l'adaptation au réchauffement climatique. Et là, c'est un trou noir dans la politique climatique de l'Union européenne. Mais en tant que président de la commission Régie, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, chaque été en Europe, et en France également, nous sommes soumis à des inondations, à des feux de forêt, à une série de tempêtes, à une série de catastrophes qui fragilisent nos territoires. Et vous n'avez pas dans la politique climatique nationale et la politique climatique européenne ce pilier de l'adaptation au réchauffement climatique. Donc ce Green Deal est un Green Deal qui est totalement unijambiste et je pense qu'il faudra progresser considérablement sur ce point. Autre point qui a été évoqué, c'est la question évidemment du budget. Bon, nous avons commencé la législature avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'était à peu près 50 milliards d'euros en moins. Les crises sont arrivées, il a fallu trouver des solutions et nous savons que nous allons à nouveau vers un budget contraint de l'Union européenne avec des priorités qui sont toujours de plus en plus importantes. Mais les propositions que nous avons mises sur la table pour de nouvelles ressources propres, et en particulier la taxe sur la transaction financière, elle n'a jamais avancé. Elle n'a jamais avancé au Conseil. S'agissant de l'évasion fiscale, on n'a jamais avancé également. Donc à un moment donné, il faut se donner les moyens. Je ne voudrais pas terminer sans évoquer la question de l'élargissement, évidemment. Parce que la question de l'élargissement sera la question centrale de la future législature. Et je pense qu'il ne faut pas adopter de position dogmatique sur cette question. Et effectivement, concernant la PAC, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que l'Ukraine, ce n'est pas un petit pays. L'Ukraine est un géant à nos portes. Et lorsque je me suis rendu en Roumanie ou en Bulgarie, des pays qui ont les meilleures relations avec l'Ukraine, mais les ministres de ces pays sont tous très inquiets. Et un autre impact de l'élargissement, que ce soit la Moldavie ou l'Ukraine, sera l'impact sur les dotations pour les régions françaises. Parce qu'aujourd'hui, les régions sur le continent sont en catégorie régions de transition. Les régions des Outre-mer, chère Nathalie, sont considérées comme régions les moins développées d'Europe. Mais compte tenu du PIB en Ukraine, qui s'est par ailleurs totalement effondré avec la guerre, toutes les régions ukrainiennes sont catégorisées comme régions les moins développées, ce qui veut dire que la totalité des régions françaises vont passer dans la catégorie des régions les plus développées. Les régions ultramarines également passeront dans une autre catégorie et nous y perdrons énormément. Est-ce que nous voulons de cela ? Quels sont les intérêts que nous défendons? Est-ce que nous défendons aussi les intérêts de la France au Parlement européen? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait notre délégation au cours de ces 5 années et c'est la ligne qui est la nôtre pour les 5 années à venir. Merci beaucoup. Merci. Avec la présidente, vous voyez, on aimerait bien que la Commission puisse s'adapter aussi vite que nous nous adaptons. Et nous nous adaptons donc à la situation. Et je vous propose, et on fait cette proposition avec la présidente,
de reprendre, pour ceux qui le souhaiteraient, parmi les parlementaires nationaux, la parole pour 30 secondes à 1 minute. Et ensuite, on permettra donc la conclusion des 2 minutes. Alors, allez-y, c'est pour les députés. Alors, pour les députés, Monsieur Le Gall. Merci. Je vais être très rapide. On parle beaucoup d'autonomie européenne, on parle beaucoup de nécessité, à juste titre, d'être indépendant vis-à-vis de toutes les grandes puissances, Russie, Chine, États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de choses concrètes qui sont mises sur la table. Moi, j'ai une seule question, parce que c'est un exemple qui est très, très parlant. En 2021, la Commission européenne a lancé la phase d'étude pour la création de l'euro numérique. Je ne rentre pas dans les détails. Vous savez que ça veut dire que, notamment, les données de paiement seront ultra centralisées. L'entreprise Amazon a été choisie comme entreprise pour les solutions de paiement dans la phase test. Quand je lui ai posé la question à l'ancien directeur de l'ANSSI en commission des affaires étrangères ici, il m'a dit que c'était un scandale. Comment voyez-vous ces choses? Comment a-t-on pu accepter cela? Comment est-ce possible? Je poursuis avec notre collègue Monsieur François, et puis ensuite avec notre collègue Madame Le Grip. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'ai été plus ou moins mise en cause par Madame Lahuc, donc je vais me permettre de lui répondre, parce que vous sembliez être l'arbitre des personnes qui peuvent déclarer ce que les députés peuvent dire. Alors ici, on est à l'Assemblée nationale, on est libre de nos propos. Alors je vous propose peut-être que pour le Parti socialiste et démocrate, vous pourriez retirer la particule démocrate. Je pense que vous pourriez faire un peu profil bas au regard du plus gros scandale qui a éclaboussé le Parlement européen, avec le Qatargate, qui a incriminé plus de 4 de vos députés européens juste sur ce sujet. Je remercie Monsieur Omarjee d'avoir pu parler de l'intégration des Balkans, et c'est la question que je souhaite adresser à tous les orateurs dans leur conclusion. Je veux savoir quelle était la position claire que eux allaient voir sur l'intégration des Balkans à l'Union européenne. Et je me permets de rappeler quelques chiffres sur les salaires moyens en 2024. La Macédoine du Nord, 472 €. Bosnie-Herzégovine, 596. Donc je souhaiterais avoir votre position sur la convergence possible, parce que je sais que certains d'entre vous et vos partis politiques défendent l'adhésion de ces pays à l'Union européenne. Je vous remercie. Madame Le Grip. Merci Madame la Présidente. Je vais faire un propos un petit peu général, d'une part pour remercier nos collègues du Parlement européen d'être venus jusqu'à nous, pour dire qu'effectivement les échanges de ce matin ont bien illustré la diversité des positions et des conceptions au sein du Parlement européen. Et je rappelle que la devise de l'Union européenne, c'est « unie dans la diversité », donc je me félicite de cette diversité. Je pense que les propos des uns et des autres ont également fait surgir assez clairement qu'il y a dans la diversité, dans quelquefois la divergence d'opinion et de positionnement, bien évidemment, des familles politiques qui sont ardemment engagées de manière constructive à l'intérieur de leurs familles politiques respectives, à l'intérieur du jeu institutionnel, dans la poursuite du projet européen, en cherchant à le réformer, à le changer, pourquoi pas à influer sur telle ou telle orientation, et une famille politique qui est clairement, je le dis comme je le pense, totale liberté de parole, bien évidemment, comme cela a été dit ici à l'Assemblée nationale comme ailleurs, dans la déconstruction de l'intérieur, et qui a une vision, il me semble assez avérée, de retour en arrière et de retour vers quelque chose qui pourrait faire ressurgir les nationalismes. Voilà ce que je voulais dire à ce stade, et également que le défi commun que tous nos pays européens, y compris des nations européennes, ont à affronter, c'est également les manipulations de l'information, les désinformations et ces poisons qui minent la sincérité et la clarté du débat démocratique. Merci Constance. Christine Lavarde qui veut rebondir. Oui, merci Monsieur le Président, parce que donc effectivement, je vous ai écouté attentivement les uns et les autres dans vos réponses, et j'ai noté que certains, notamment, disent qu'il est nécessaire de produire sur le territoire européen, qu'il faut mettre en place des mesures de protection. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer que la taxe carbone aux frontières, qui devait être une grande avancée de cette législature, ne soit toujours pas en œuvre? Et ça rebondit sur ma question initiale. Ça devait être une des ressources propres de l'Union européenne qui devait venir lui permettre de financer les nouvelles politiques. Et aujourd'hui, moi, j'ai entendu un seul orateur qui, dans son propos liminaire, en a parlé, a reconnu que c'était un levier incomplet, mais qu'il était utile et qu'on devrait le renforcer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait chacun dans vos délégations respectives pour que ce sujet avance vraiment? D'autres sénateurs? Non, Martha? Non? C'est bon? Bah, les sénateurs, vous êtes peu loquaces. Bon, allez, on entame. Catherine, pour 30 secondes, hein, parce que tout à l'heure, tu as eu... En questions supplémentaires aux réponses qui m'ont été faites sur la stratégie cloud, donc de politique industrielle pour la filière au niveau européen, qu'est-ce qui a été fait
concrètement après l'échec, il faut bien le dire, du projet Gaia-X? Pourquoi n'assume-t-on pas une préférence communautaire, puisque vous parlez d'un Buy European Act, une idée que le Sénat défend depuis 10 ans, Small Business Act? Pourquoi, concrètement, on ne privilégie pas et on n'encourage pas davantage, pardonnez-moi de l'anglicisme, nos clouders européens? Très clairement. J'aimerais bien que chaque groupe puisse répondre. Bien, on passe à la phase conclusion. 2 minutes donc pour chacun. Je sais que c'est court, mais vous savez, je reviens de la COSAC et on avait 1 minute de parole sur chaque thème. Donc imaginez-vous, je sais que vous pratiquez aussi, mais en 1 minute, voilà, on est concis, on remercie personne et tout va bien. Allez, François-Xavier. Eh bien, je vous remercie malgré tout. Simplement, quelques éléments de réponse rapides aux questions qui ont été posées sur la question de l'élargissement. Notre position est claire avec les Républicains. Nous disons qu'il n'est pas possible aujourd'hui, il n'est pas possible du tout de procéder à de nouveaux élargissements. L'Europe a d'abord besoin de se réformer par ailleurs. Et puis de toute façon, il y a des pays avec lesquels la distance est trop grande pour qu'un élargissement soit possible. En revanche, on doit pouvoir inventer une manière d'être européen qui ne soit pas être un État membre de l'Union européenne. Parce que prenez les Balkans, par exemple, si nous n'offrons pas une perspective à ces pays, nous proposons de développer le statut d'État associé qui existe et qui n'a aujourd'hui pas de véritable substance. Si nous n'offrons pas de perspective à ces pays, demain, cette région deviendra une zone d'influence russe ou chinoise ou turque, et je crois que l'Europe n'aurait rien à y gagner, donc il faut qu'on soit imaginatif et que la France soit créative sur un sujet comme celui-ci. Beaucoup d'autres questions ont tourné autour de la stratégie commerciale de l'Union européenne. Effectivement, sur Amazon, on le voit, sur Gaia-X, on a aujourd'hui une grande difficulté à faire admettre par nos amis européens, et ça c'est un sujet de débat entre nos pays, qu'il est nécessaire de trouver une stratégie commerciale plus offensive, une stratégie de défense de nos intérêts. Et je crois que ça me permet de conclure sur un point qui me paraît décisif, c'est qu'au-delà de tous les instruments à mettre en œuvre, au-delà du fait de compléter le MACF, ce qui est effectivement une urgence, il faut aussi que la France redevienne crédible dans le débat européen. Parce que le problème est que quand nous disons à nos amis européens qu'il faut mieux protéger notre marché, mieux défendre nos intérêts, il faut que nous nous souvenions toujours que l'Europe est excédentaire commercialement et que le record de déficit commercial français de 100 milliards d'euros l'an dernier rend évidemment notre position difficilement défendable. Ils ont le sentiment que nous ne voulons pas tant protéger l'Europe des intérêts adverses qui pourraient la fragiliser que nous protéger nous-mêmes contre nos propres fragilités et parfois nos propres paresses. Et de ce point de vue-là, la trajectoire budgétaire du pays et l'annonce de cette divergence incroyable que représente le dérapage du déficit budgétaire français constitue une très très mauvaise nouvelle pour l'Europe, parce que nous avons besoin au contraire de convergence, et l'irresponsabilité de la gestion des finances publiques françaises met la France en situation d'extrême faiblesse pour défendre une position pourtant nécessaire dans le débat européen. Merci beaucoup. Merci Madame Laluc. Merci. Sur la question du cloud européen, je suis entièrement d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'on n'a pas de majorité. Vous savez, il nous faut créer une majorité, il nous faut convaincre. Et pour l'instant, c'est pas encore là. Mais on y travaille, je vous assure. Voilà, il y a certaines personnes pour lesquelles cette question est essentielle. Sur la question de la guerre hybride et des fake news et des ingérences, je partage aussi tout à fait l'inquiétude, d'autant plus que Raphaël Glucksmann a créé une commission spéciale sur les ingérences et qu'on a pu voir effectivement tous les jeux de déstabilisation de nos démocraties. On a tenté d'alerter dès le début du mandat sur ces questions. Malheureusement, on a été peu entendu. Il a fallu qu'il se passe ce qui s'est passé en Ukraine pour commencer à l'être. Sur la question du signal prix, un signal prix, c'est important, et mon groupe parlementaire, pour le coup, a fait partie des négociations sur la question du CBAM, etc. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il ne faut pas qu'un signal prix. Il ne faut pas qu'on se retrouve justement dans la situation des gilets jaunes. C'est-à-dire, on donne un signal prix, on augmente les prix, donc aussi sur le territoire, mais on ne crée pas d'alternative. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'investissements massifs. Et je rappelle que 50% des investissements dans la transition écologique ne sont pas rentables à court terme. Ça veut dire qu'il va nous falloir compter aussi sur l'argent public. On revient à la question des ressources propres, on revient à la question du budget. Il nous faut un budget. Il va falloir pouvoir compter sur l'argent public. Seul l'argent privé ne suffira pas. Et c'est pas vraiment, c'est pas dogmatique, c'est la réalité. Donc c'est très bien d'emprunter et de faire de la mutualisation de la dette, je n'ai rien contre ça. Mais les sommes en jeu sont énormes. Sur la question de l'énergie maintenant,
On va être très clair, l'Union européenne n'interdit rien sur la question nucléaire, strictement rien en fait. C'est un enjeu national et moi je vais vous dire, il faut toujours dire d'où on parle, moi je ne suis pas pour le nucléaire à la base, mais je vois très bien la situation dans laquelle on est. Il nous faut tous les actifs de production d'électricité décarbonée aujourd'hui. Donc on a besoin du grand carénage, mais il ne faut pas opposer ça au renouvelable. Seul le nucléaire aujourd'hui, on n'arrivera à rien. Donc du renouvelable, du renouvelable, du renouvelable. Et merci. Alors, monsieur, voilà. Je passe la parole à Madame Marie-Pierre Védrenne, d'abord. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation de ces échanges, en tout cas qui démontrent bien ce bilan sur cette mandature, à quel point justement nous avons besoin d'Europe et à quel point justement il faudra dans la prochaine mandature envoyer des parlementaires au Parlement européen qui seront capables de bâtir justement ces futures majorités, qui soient crédibles, qui soient influents et qui soient au travail. Parce que ça a été dit sur les différentes questions que vous venez de poser, il y a bien évidemment la bataille des idées, et il y a sur beaucoup de choses, cette bataille des idées, notamment sur l'Europe souveraine, elle a été gagnée. Mais pour autant, on n'est pas au bout du chemin. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir raison entre Français, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dit, et même si on est sur des bancs différents, que nous pouvons partager. Il s'agit d'embarquer nos collègues à l'échelle de l'Union européenne. Donc moi, je veux bien que vous nous fassiez seulement un procès à certains, mais le sujet, c'est véritablement comment on arrive, par notre crédibilité, par notre influence, à continuer à changer les choses, alors que justement, nous avons gagné cette bataille des idées et ce changement de logiciel, notamment sur la question de la souveraineté, notamment sur le pacte vert. Donc, nous continuerons à agir pour embarquer les autres États membres sur cet enjeu de souveraineté, avec un choc des investissements, parce que ça, c'est un élément capital si nous voulons travailler, notamment sur des conditions de prospérité. Un mot sur la question de l'élargissement et sur les questions aussi liées à la guerre en Ukraine et sur notamment le fait que le président de la République a créé la communauté politique européenne parce que justement, et je rejoins ce qui a été dit, l'objectif c'est de créer des zones de stabilité aux frontières de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de développer des zones d'instabilité qui finalement nous fragiliseraient davantage. Donc là aussi, il faut être très clair sur le projet politique que nous voulons véritablement bâtir tous ensemble. Donc sur l'élargissement, je pense qu'il y a une réforme institutionnelle à continuer de mener pour pouvoir justement créer les conditions aussi d'un bon accueil. Parce que quand vous évoquez l'Ukraine, l'Ukraine n'est pas seulement attaquée pour les questions de sa liberté et de sa souveraineté, elle est à l'attaquer aussi parce que son objectif et son avenir se tournent vers l'Union européenne et qu'elle a envie de justement défendre nos valeurs, nos idéaux et la démocratie. Je vous remercie. Voilà, on poursuit avec notre collègue Monsieur Philippe Olivier. Je vous remercie, Madame la Présidente. La grande question qui est posée par ces élections et d'une manière générale par tous les débats européens, c'est la question de l'effacement de la France. Et je m'adresse à vous, chers collègues, avec toute l'estime que j'ai pour le législateur que vous êtes. Et si ça continue, vous ne serez plus que des membres d'un conseil régional. C'est-à-dire des gens qui feront que valider des choses décidées ailleurs. Et le grand intérêt d'avoir des gens comme nous, c'est qu'on a un esprit critique et qu'on regarde ce qui se passe et qu'on est des vigies et qu'on vous prévient sur ce qui est en train d'arriver. Quand j'ai parlé d'empire, je maintiens que l'Union européenne se vit comme un empire qui va écraser les nations, qui va les diluer. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a la manière institutionnelle avec le rapport Verhofstadt, c'est-à-dire qu'on va supprimer la règle de l'unanimité. C'est-à-dire qu'on pourra nous imposer des décisions qui seront contraires à nos intérêts vitaux. Et vous et nous ne pourrons rien y faire. C'est également, en matière de défense et de diplomatie, il faut que vous en ayez conscience, la prise par l'Union européenne de l'arme nucléaire française ou du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire la dépossession des instruments de la puissance et du rayonnement de la France sur la scène internationale. Et je voudrais citer aussi un autre exemple qui tient à l'histoire, c'est le texte sur la conscience européenne qui vous dit qu'il faut pousser les États, enjoindre les États de renoncer à l'histoire nationale au profit de l'histoire européenne et mondiale. Je crois que, pour parler du pacte vert, qu'on est dans un nouveau clivage qui va séparer ceux qui sont pour la décroissance et ceux qui sont pour la puissance. Quand nous sommes arrivés en 2019 au Parlement européen, les majorités, c'était 500 contre 200. Aujourd'hui, des textes, c'est plutôt 340 contre 360. La majorité s'est réduite alors que le format n'a pas changé.
Je pense que la nouvelle majorité et la nouvelle Assemblée qui verra le jour verra ce rapport de force également se renforcer. Et puis je passe la parole à notre collègue de la gauche, le groupe de la gauche, Younous Mom. Merci beaucoup. Je pense que la souveraineté européenne, comme la souveraineté de la France, ne peuvent pas être et ne doivent pas être des slogans et des slogans politiques. Et doivent être accompagnés concrètement d'actes. Et ce sont les actes qu'il faut regarder. Et ce que nous observons actuellement, c'est que cette souveraineté, elle est très malmenée par l'ensemble des politiques européennes. Donc on peut dire souveraineté, 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 mais vous avez sur les questions, par exemple, internationales, un atlantisme partagé par beaucoup de pays et la présidente von der Leyen qui affaiblit la souveraineté européenne. Vous avez sur les questions économiques une dérive aujourd'hui de Ursula von der Leyen, accompagnée par les groupes politiques au Parlement européen de la majorité, qui affaiblissent l'industrie européenne. Et la question posée par Arnaud Le Gall est un exemple très concret. Enfin, figurez-vous qu'il s'agit de la monnaie. C'est-à-dire qu'on parle de monnaie, on parle de la souveraineté. Il n'y a pas quelque chose qui définit de plus la souveraineté que la monnaie. Et on confie cela à Amazon avec toutes les données. Enfin, c'est un scandale absolu. Et personne n'en parle pendant cette campagne des européennes. Eh bien, nous allons en parler avec Manon Aubry, évidemment, parce que c'est une question profondément révélatrice de cet affaiblissement de la souveraineté. Si j'ai le temps, je veux terminer pour dire 5 secondes pour dire que nous n'avons pas parlé de la souffrance sociale des Européens. Et selon tous les chiffres, d'ici 20 ans, aujourd'hui, c'est 85 millions d'Européens qui sont concernés par la pauvreté ou l'exclusion sociale. Et nous dépasserons les 120 millions d'ici la fin de la prochaine législature si on continue avec les politiques actuelles. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais me permettre de conclure parce que je crois que la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale a encore un petit peu de travail. Merci à tous de vous être prêtés au jeu. Ce n'était pas un jeu forcément facile en questions-réponses. Franchement, c'est un débat très intéressant que nous devrions pouvoir renouveler hors période électorale parce que ces échanges sont importants. On a parlé de beaucoup de sujets, agriculture, pêche, qui sont des sujets vraiment au cœur de l'ADN européen. On aurait plus parlé de sujets bancaires, d'union financière, qui sont des sujets qui sont moins populaires, mais on devrait pouvoir en parler plus, d'autant que, je disais à François-Xavier Bellamy, les 3 prochains pays qui auront la présidence du Conseil sont des pays hors zone euro, donc avec une réflexion profonde. En tout cas, merci. Sur la pêche, oui, Jean-Pierre, je sais bien. Sur la pêche, on a la situation qui est compliquée. On y travaille et il y a un débat au Conseil régional sur la question là en ce moment. Avant, mes chers collègues, d'abord aussi remercier ce jeu et je pense qu'on manque de moments de travail de ce type-là. Et je pense que la nouvelle, en tout cas, nous on sera là, on n'est pas concernés par les élections immédiatement, mais je pense que ce serait utile qu'on construise plus souvent ces rencontres-là parce que nous avons intérêt de travailler ensemble. Pour terminer cette commission, je voulais tout d'abord aussi excuser Mounir Satouri qui n'a pas pu assister à nos débats et à nos travaux ce matin, qui a été empêché. Et je voulais aussi, il nous reste à procéder à une nomination de rapporteur de notre collègue Aurélie Trouvet, qui ayant décidé de retirer la proposition de résolution européenne pour laquelle elle avait été nommée rapporteur. Je vous propose aujourd'hui de la nommer sur le nouveau texte qui a été déposé. Il s'agit donc d'une proposition de résolution européenne invitant le gouvernement français à soutenir un moratoire sur tous les accords de libre-échange non encore entrés en vigueur et amplifier l'utilisation des clauses de sauvegarde. Voilà la modification qu'elle a apportée. Je voulais savoir s'il y avait une objection et s'il n'y a pas d'objection, bien sûr, il est décidé ainsi et on la nomme rapporteur.
Merci encore pour votre participation et ces échanges très riches. Merci.